Ah non, d'abord. Merci beaucoup, Elimana, et merci à tous les acteurs. Je suis très, très honoré, encore une fois, de tout pouvoir retrouver ce beau public des panels parce que pour moi, c'est très, très important, bien entendu, que les acteurs se retrouvent autour de l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, c'est le numérique, simplement. Parce que quel que soit son domaine d'activité, on va toujours parler numérique. J'ai fait partie de ceux qui pensent, comme le professeur Abdullah Safo, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, que le numérique n'est pas un secteur, mais c'est juste un outil qu'on utilise dans tous les secteurs aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment le cas. Alors, je pense que tous les acteurs sont déjà au rendez-vous. Je vais certainement prononcer quelques sanctions à l'endroit de ceux qui viennent de se connecter. Je taquine un peu mon ami Khalifa Babakar Sarr, je pense à Daouda Diop. Je pense que monsieur le maire s'est connecté dès les premières heures du jour, hein, et c'est tant mieux. Parce que lui est tout de même maire, on ne lui pardonnera pas beaucoup de choses, et en plus c'est un jeune maire qui comprend très très bien les enjeux. Je ne sais pas si tout le monde m'entend ou pas. Oui, on vous entend très bien. Et la qualité audio, elle est bonne? Oui, excellente. Parce que moi-même, j'ai dû m'adapter. J'étais lâché par le chargeur de mon Mac à la dernière minute et là, je me connecte avec mon téléphone. Mais c'est comme ça également. Le numérique, c'est la réactivité et c'est l'adaptabilité. Hein. C'est que ce sont des thématiques qui parlent bien à notre, par ailleurs, environnementaliste Khalifa Babakar Sarr. En tout cas, merci à tout le monde. Je pense que tout le monde est au rendez-vous aujourd'hui pour démarrer ce panel. Je suis très honoré, d'autant plus que, comme je le disais tout à l'heure, c'est mon rôle de journaliste de réunir tous les acteurs. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un panel que nous préparons depuis bientôt 3 ans, depuis le lancement de cette série de panels en ligne, parce que nous sommes convaincus que le foncier est bien naturellement une problématique qui concentre tous les enjeux de notre époque. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir de grands acteurs, de grandes autorités également pour nous en parler. Pour démarrer, comme nous sommes au Sénégal, où nous aimons parler d'hospitalité, autrement dit de Teranga, j'aimerais présenter en premier Cédric Kubik, avocat belge, basé bien sûr dans son pays d'origine, mais qui voyage un peu régulièrement, notamment en Afrique, au Sénégal particulièrement. J'ai la chance aujourd'hui de l'avoir rencontré il y a quelques années au Sénégal. C'était lorsque Cédric, on parlait de Legal Tech, les plateformes qui ont des services axés sur, disons, les services juridiques en ligne. Il va donc intervenir tout à l'heure. Après Cédric Kubik, j'ai l'honneur et le plaisir aujourd'hui de vous présenter le maire de Yoff, le très jeune Seydina Issa Laye Samb, Sils, comme l'appellent les connaisseurs et les familiers. Seydina Issa Laye Samb est le maire de Yoff, très jeune maire de Yoff qui a été installé, élu du moins dernièrement. J'ai la chance aujourd'hui de l'avoir avec nous parce que tout simplement, c'est quelqu'un qui comprend les thématiques aujourd'hui en lien avec le numérique. Très jeune maire de Yoff, c'est important bien entendu de savoir que grâce à la technologie, on peut mieux administrer bien entendu les populations et j'ai d'autant plus la chance de l'avoir avec nous que Seydina Issa Laye Samb a fait des études poussées. J'étais surpris d'ailleurs, je dois l'avouer comme ça en direct, de savoir qu'il a fait des études poussées jusqu'à l'école supérieure polytechnique de Dakar, l'ESP, où les après-midi de la terre comptent beaucoup de fidèles, dont Alex Corentin, je pense un peu au professeur Samb, je pense au directeur de l'ESP, je pense au directeur Ndiaye qui a été le ci-devant, qui est donc le ci-devant directeur, et je pense à tous ses amis qui nous suivent et que je remercie encore une fois. Après donc Cédric, après Seydina, je pense à Mohamed Diouf, et je dois avouer que c'est Mohamed Diouf qui m'a fait penser à la thématique parce que il y a 1 ou 2 ans, il nous dira, Mohamed m'avait dit, mais Ousmane, pourquoi pas un panel sur foncier et blockchain? Et d'ailleurs, il avait activé ses réseaux onusiens à l'époque. Peut-être que la grande dame qui est notre amie du côté onusien n'hésitera pas à se connecter. Après, donc, on a 4e panéliste aujourd'hui, Khalifa Ababakar Sarr, dont c'est la 2e fois. Khalifa Ababakar Sarr est un vieil ami de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis du GB, de Saint-Louis du Sénégal. Khalifa Ababakar Sarr fait partie de ces beaux acteurs du numérique qui croient bien entendu aux outils de la géomatique. Il viendra nous en parler aujourd'hui, cet après-midi.
Eliman Malik Ndiaye également avec nous. Je salue à travers Eliman Malik Ndiaye tous les amis des impôts et domaines, le cadastre particulièrement. Et à travers lui, je pense bien entendu à Goura Diagne qui est vraiment connecté cet après-midi, qui n'est pas là au Sénégal, mais qui nous a recommandé Eliman Malik Ndiaye. Et je ne suis pas déçu parce que, bien entendu, Eliman Malik Ndiaye est de ces jeunes également qui croient un peu à l'opportunité que donne le coffre digital en termes, bien entendu, d'enjeux. Et aujourd'hui, on va parler de foncier. Il aura la parole tout à l'heure. Je n'oublie pas Daouda Diop du Forum civil parce que c'est important également quand on parle panel, qu'on ait les acteurs de la société civile qui sont bien représentés sur ce panel-là. Je pense qu'on va démarrer très rapidement. Je n'ai pas de tableau de bord avec moi. Je me débrouille avec un téléphone qui est placé sous mes yeux. Si j'oublie quelqu'un, je sais que les panélistes me feront le plaisir, bien entendu, mais je pense qu'ils sont au grand complet. Ils sont 6 et je pense également aux spectateurs, comme on les appelle au sens de Zoom. Mais vous allez voir qu'ils sont loin d'être spectateurs et qu'ils vont intervenir au fur et à mesure. J'ai tenu compte un peu des contraintes, notamment de Seydina Issa Laye Samb, maire de Yoff, et de notre ami avocat Cédric Duvic du côté de Bruxelles, parce qu'ils veulent se libérer juste après 1 heure de panel. Mais je pense que même après 1 heure de panel, quand même, on aura fait l'essentiel. J'aimerais en premier, pour lui faire honneur, donner la parole au maire de Yoff. Vous allez me dire pourquoi, parce que c'est la première fois ou la deuxième fois que nous avons un maire en exercice qui, au nom de la proximité, accepte quand même de se connecter à un panel comme ça. Parce que nous, en Afrique, on pense que si ce n'est pas la télévision, si ce n'est pas la RTS, on ne doit pas se connecter. Et c'est vraiment heureux que même sur un écran, qu'on veuille se connecter pour parler quand même aux populations. J'aimerais bien, en demandant à chacun d'activer ou de réactiver sa vidéo, qu'on donne la parole dans un premier temps au maire de Yoff, Monsieur Seydina Issa Laye Samb, pourquoi pas une première présentation en nous disant ce qu'il n'est pas, ou en tout cas ce qu'on ne connaît pas de lui, côté études et côté peut-être rapport à la technologie. Monsieur le maire, on vous donne la parole en premier et merci encore de nous faire cet honneur d'être avec nous cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur Gueye Ousmane. Je porte mes salutations à l'ensemble des panélistes. Et c'est un plaisir pour nous. C'est un plaisir pour nous d'être avec vous cet après-midi. D'autant plus que nous sommes constamment à la recherche de savoir. Donc, c'est à travers ces panels que nous découvrons d'autres profils qui peuvent naturellement nous aider dans la réussite de notre mission. Parce que dans le cadre de notre programme de gouvernance, le premier axe proposé aux populations était la gouvernance ouverte, sous toutes ses formes. C'est-à-dire que le maire se devrait d'être en parfaite concordance avec les populations pour tirer le maximum d'eux afin de porter une dynamique inclusive de développement. Ensuite, nous avions l'obligation, et nous l'avions dit, dans notre charte de gouvernance, de nous ouvrir au monde, d'aller à la recherche d'autres profils qui puissent nous aider à régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Donc, vous savez, l'État nous a transféré 9 domaines de compétences et on n'a pas, il faut l'avouer, l'ensemble des moyens qu'il faut pour naturellement régler, solutionner les problèmes. Donc, c'est dans cet axe-là que nous sommes aujourd'hui vraiment dans l'obligation d'assister à ce genre de panel pour développer nos connaissances sur l'aspect numérique. Donc, je vais y revenir tout à l'heure lors de ma conclusion pour cette première prise de parole. Donc, nous sommes âgés de 34 ans. Nous sommes acteurs communautaires, hommes politiques. Nous avons commencé nos activités politiques en 2007. Donc, nous sommes devenus maires 15 ans après. Donc là, j'ai eu le bac en 2005. J'ai fait 3 ans de formation CCNA avec Cisco Network, donc sur le câblage et les réseaux informatiques et la maintenance. Donc ensuite, j'ai eu à faire une licence en sciences et techniques de gestion à l'École supérieure polytechnique. Et puis j'ai eu mon master à l'IFAS, l'Institut de formation en administration et création d'entreprises de la faculté de sciences et de gestion de l'Université Cheikh Anta Diop. Donc là, je suis en train de suivre un master en finance et gestion publique. Et je suis en train aussi de parfaire mon anglais, vu que nous sommes aujourd'hui... surtout que l'actualité a quand même quelques résonances avec l'anglais, n'est-ce pas? Effectivement. Donc, nous sommes en train de prendre une cours en anglais, vraiment pour faire, parce que nous misons beaucoup sur la coopération décentralisée pour naturellement porter le plan de développement de la commune que nous sommes en train de concevoir et qui sera restitué au public au mois de décembre, Inch'Allah. En tout cas,
nous savons qu'il est important pour nous aujourd'hui de nous numériser, de digitaliser la commune, et nous l'avons démarré dans le cadre de la gouvernance participative. Je pense que ce sera l'occasion pour moi après de vous partager une invitation dans les semaines à venir. Oui, avec plaisir. Voilà, nous avons mis en place déjà dans le volet numérique, avant même de vous laisser après entrer dans le vif du sujet, nous avons mis en place un outil de gestion électronique du courrier digitalisé. Parce qu'il y avait beaucoup de lenteur par rapport à l'exploitation des courriers, par rapport à leur expédition auprès des destinataires. Donc là, nous avons mis une application de gestion du courrier. Parce qu'une commune, en principe, elle doit être efficace sur ce plan, parce que c'est la façade de nos relations avec les populations, les administrés, les agents économiques, entre autres, et les structures étatiques. Donc là, nous avons voulu régler ce problème. Nous avons mis en place un numéro vert, toujours, et un web to SMS. Bref, pour digitaliser nos relations et avoir le retour des populations. En dernier point, nous avons mis en place, toujours dans le volet de la digitalisation, une application. Bon, je ne sais pas, mais il est dit que ce sera la première en Afrique de l'Ouest et il permettra un contact permanent entre la mairie et les populations et les agents économiques. Il permettra de faire ces déclarations pour le paiement des taxes mensuelles, les ODP. Il permettra de recueillir l'ensemble des informations que les populations souhaitent nous faire passer, comme s'il y a une lampe de l'éclairage public qui est en leur service, il suffit juste de mettre en photo et de cliquer sur la géolocalisation. Automatiquement, nous avons l'information. Donc là, les services techniques seront directement interpellés par le biais du service dialogue avec les citoyens. Et il permettra aussi d'avoir, en fait, un suivi ou bien de pouvoir avoir ces pièces d'état civil sans se déplacer. Donc, vous nous envoyez juste, si c'est pour un extrait de naissance, votre copie de carte d'identité en recto verso, on fait les recherches idoines rapidement et on fixe une date. Vous passez, on fait le contrôle de conformité et vous avez vos documents. Donc, il y aura le répertoire des services de sécurité, des délégués de quartier pour les alertes. Bref, il y aura toute une panoplie de services qui seront proposés à partir de cette application. Donc, c'est pour montrer notre volonté de digitaliser au niveau de la commune. Donc, ça, c'est la première phase en année N. En année N+1, nous allons voir comment régler des difficultés comme la gestion du foncier. Parce que c'est le premier secteur à problème dans notre commune. Tout à fait. Et dans notre pays, dans notre pays en Afrique. Voilà, le président de la République avoue que dans les bulletins de renseignement qu'il reçoit, les premières alertes sont liées au foncier. Donc, nous, étant maires, très jeunes, donc nous avons voulu nous protéger et nous avons, dès notre mise en place, créé un comité ad hoc en charge des affaires foncières. Donc, composé du conseil municipal, des membres du conseil municipal, des services techniques de l'État et des représentants des populations, pour que cette question foncière-là puisse être gérée d'une manière très transparente. Donc, vraiment, en guise d'introduction, c'est ce que j'avais à dire, la présentation de ma personne. L'engagement de la commune pour digitaliser et même l'aspect de la mise en place d'une commission uniquement chargée des affaires foncières. Aujourd'hui, le maire ne peut pas signer un document relatif au foncier sans avoir l'avis de la commission. Donc, c'est pour nous lier, et puis aussi mettre des verrous pour éviter des détournements d'objectifs. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Monsieur Seydina Issa Laye Samb, maire de la commune de Yoff, et comme je le disais tout à l'heure, c'est très bien comment cette proximité déjà avec les populations, et ça passe bien sûr par des canaux médiatiques comme celui-là, comme d'autres, parce que bien entendu, nous restons convaincus que la meilleure des gouvernances, c'est celle que l'on fait avec les gouvernés. Et vous le faites à Yoff, d'autres essaient de le faire ailleurs au Sénégal, en Afrique. Je pense un peu à tous ces présidents qui ont créé des émissions pour parler d'ailleurs directement avec leurs administrés. Je pense qu'on a besoin de ça en Afrique, et le digital y aide très, très largement. Peut-être qu'à la fin, on aura un jour des e-maires, des e-présidents, comme on parle déjà de e-citoyenneté en Estonie. Et j'ai eu la chance d'interviewer l'ex-présidente estonienne de passage à Dakar, au Sénégal. Merci beaucoup. On vous reviendra tout à l'heure. Cédric Dubic. Oui, monsieur le maire. Oui. Excusez-moi, je m'excuse au niveau de l'ensemble des panélistes. Oui. Nous sommes dans la voie d'être des e-maires, parce que régulièrement, nous faisons de la redevabilité, de la reddition des comptes à travers des lives Facebook. Donc là, il y a une interaction directe entre le maire et les populations qui posent toutes les questions.
Je vous enverrai le lien, vous verrez un peu. D'accord, on voudrait bien. Voilà, et les audiences publiques, les audiences aussi sont tenues dans les quartiers avec les populations et mis en direct sur les réseaux sociaux. Donc ça aussi, nous sommes déjà en avance là-dessus. On vous enverra les liens de ces différentes activités. Merci beaucoup. Tout à fait. En tout cas, bravo à vous, monsieur le maire, et merci de nous ouvrir, de vous ouvrir aux après-midi de la tech, qui ont le plaisir également de recevoir Cédric Dubic. Il voyage beaucoup, je dirais peut-être en ligne de Bruxelles aujourd'hui. Cédric, est-ce que dans un premier temps, Cédric, tu peux nous donner ton regard sur un peu cette digitalisation de la gestion du foncier en Afrique, toi qui gères déjà une legal tech, toi qui es au contact des acteurs, et je vois d'ailleurs que Eliman est un de vos contacts familiers sur le continent. Oui, bah écoutez, bonjour à tous, bonjour monsieur le maire et bonjour à nos amis panélistes et merci infiniment, cher Ousmane, de m'avoir convié. On avait le plaisir d'échanger déjà à Dakar il y a quelques temps. Écoutez, d'abord, j'aborde ce petit échange avec une certaine humilité puisque moi je suis avocat, même si on travaille beaucoup pour les institutions. Alors certaines sont des institutions européennes, d'autres sont des institutions françaises. Notre cabinet a accompagné notamment l'État de Monaco aussi. On travaille pour d'autres organisations et certains États africains qu'on n'est pas forcément en mesure de citer aujourd'hui, mais c'est pas le problème. Oui. Pour travailler sur finalement des questions qui sont relatives à la technologie réglementaire. La technologie réglementaire, c'est évidemment des nouvelles solutions qui permettent d'apporter des réponses assez concrètes et qui parfois ont un penchant à être réglementées pour traiter des différentes questions. Je vais donner 5 ou 6 exemples et ensuite après on ouvrira évidemment la discussion. Je ne veux pas être trop long. Nous avons travaillé par exemple avec certaines villes sur la gouvernance décentralisée grâce à la blockchain, notamment avec le vote des citoyens pour voter dans le cadre d'initiatives populaires. Donc ça, c'est un sujet qui ne nécessite pas la blockchain particulièrement, mais la blockchain peut apporter de la sécurité parce que les votes sont immuables et sont tracés sur un registre et c'est excessivement facile à faire. On a traité également, j'en suis assez fier, au niveau français, on a proposé une solution à tous les greffes pour pouvoir digitaliser tous les titres des sociétés françaises, donc toutes les actions des sociétés françaises qui sont désormais digitalisées et le processus est récent en France. Et à mon avis, la réflexion au niveau du cadastre au Sénégal est une question de premier ordre, puisqu'évidemment, ça permet de renforcer la sécurité juridique du pays et donc l'estime qu'ont les investisseurs et donc quelque part la sécurité des investissements. Donc finalement, à partir du moment où on digitalise les actifs, que ce soit des titres de société ou un cadastre, finalement, la blockchain est la technologie la mieux disante pour pouvoir faire circuler ces actifs de pair à pair avec et sous le contrôle des tiers de confiance. Et tout à l'heure, je pense que j'aurai l'occasion d'aborder les usages que font les tiers de confiance de cette technologie. Je pense à la bourse, aux institutions financières, avec la tokenisation des titres. Je pense aux experts comptables, parfois, qui utilisent également la technologie pour proposer des services spéciaux aux clients. Je pense aux notaires chez nous qui proposent aujourd'hui des constats horodatés sur la blockchain. Je pense aux commissaires-priseurs qui aujourd'hui font des ventes de NFT qui sont évidemment qui sont les certificats d'identification des œuvres numériques. Je pense parfois aux magistrats qui sont parfois tentés d'adopter la preuve sur la blockchain comme étant une preuve à peu près équivalente à la preuve formelle ou à la preuve sur papier sous seing privé. Donc voilà, finalement, on a une technologie qui est rétive à l'appropriation par les tiers de confiance. Elle a été créée pour être décentralisante et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en réalité, les États, la Chine digitalise sa monnaie, l'Europe est en train de le faire, l'Afrique le fera peut-être ensuite, les institutions utilisent la technologie blockchain, les villes, notamment les smart cities aussi, les smart cities, c'est quand même un vrai sujet important pour rendre les villes attractives, utilisent la technologie du Web 3. On a le métaverse qui aujourd'hui progresse et est une technologie aussi de rupture qui est plébiscitée aujourd'hui et qui fait couler beaucoup d'encre.
Donc voilà, nous, on traite vraiment ces sujets-là pour les institutions, pour les États, pour permettre aussi à certains États de créer parfois leur propre place boursière. Et la technologie, là, pour le coup, apporte une vraie plus-value, puisqu'en fait, elle permet aux investisseurs du monde entier, grâce à cette technologie, de pouvoir investir dans les entreprises, en l'occurrence sénégalaises, pourquoi pas, je me mets à rêver de cela. Et nous, on a la possibilité de proposer ce type d'infrastructure pour renforcer les investissements dans les sociétés sénégalaises les plus performantes, permettre à tous les investisseurs de le faire avec un processus qui est fluide, un parcours administratif qui est cohérent et qui est un peu intuitif. Et donc, ça renforce les fonds, ça permet de pouvoir investir, ça permet de créer de l'emploi, ça permet de la croissance. Et ça, c'est pas la technologie, je dirais, ne permet pas la croissance en elle-même, mais elle permet d'accélérer et de pouvoir mettre en relation la cible et l'investisseur. Et ça, c'est assez nouveau et ça, c'est en mesure de changer quand même pas mal de choses. Merci beaucoup à Cédric Dubic, avocat de formation, spécialiste de la technologie de rupture, comme il l'appelle, et je pense bien que la blockchain en fait partie. Alors, pour la suite, un peu concernant ce premier tour de table ou ce premier clic de table, comme nous sommes en ligne à distance, j'aimerais à présent donner la parole à Mohamed Diouf. Mohamed Diouf, évidemment, qu'on ne présente plus quand on parle de dématérialisation au Sénégal, de coaching à l'endroit de nos startups, mais également quand on parle blockchain. Et j'ai rappelé tout à l'heure que c'est en quelque sorte lui le père de l'idée originale consistant à mettre en place ce panel sur le foncier et la blockchain. Mohamed, dans un premier temps, j'aimerais bien que tu nous dises en quoi est-ce que la blockchain est une technologie pertinente pour le foncier. Concrètement, on parle beaucoup de blockchain, on parle de mineurs, mais moi, je n'ai jamais pu voir tout cela de mes propres yeux, pour parler comme Hugo. Merci, toujours aussi rigolo, comme je dirais, j'aime bien cette touche d'humour, effectivement. Merci et c'est tout un honneur d'être avec les gens. Déjà, les deux personnes qui ont présenté se sont présentées, nous mettent un peu mal à l'aise. On se dit, bon, qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Monsieur le maire, bienvenue. Et Cédric aussi, j'en ai profité assez rapidement pour lui demander un lien LinkedIn, vu que j'étais pas connecté avec lui. Sur la blockchain, pour y revenir, c'est qu'il faut comprendre, et je pense, quand Cédric a commencé à parler, je me suis dit, il l'explique 10 fois mieux que nous autres techniciens. Il a commencé à aller sur l'axe utilitaire de la technologie, au-delà de la technologie pour la technologie. Et souvent, malheureusement pour nous qui sommes de formation technique, on a de la difficulté à l'expliquer au-delà du périmètre technologique. Mais en quelques mots, comment définir la blockchain? C'est vraiment une technologie de stockage et de transmission d'informations, comme beaucoup le sont. Actuellement, vous pouvez, l'idée de penser que la blockchain va révolutionner ou va amener quelque chose au premier niveau de tout à fait novateur, c'est peut-être une erreur parce qu'il y a des outils actuellement présents, tels que les bases de données, les fichiers et autres, qui savent conserver des informations et qui peuvent donner un niveau de sécurité. Donc, cette blockchain est en fait une base de données, entre guillemets, qui est répartie, c'est-à-dire qui n'est pas à une seule place. Et ça amène le premier critère de sécurité et la première différenciation. Ça veut dire que si moi, j'ai une base de données de mes téléphones ou de mon répertoire, je le mets sur mon téléphone. Une fois que mon téléphone est perdu, je ne l'ai plus. Et ça offre une faille de sécurité là. Si, en plus, en seconde phase, je me transpose sur le cloud, c'est vrai que je perds mon téléphone, mais je serai capable de le récupérer ailleurs. J'ai un second niveau de protection. Quant à la blockchain, ça veut dire que cette même information n'est pas disponible dans le cloud de Apple ou de Google ou de AWS, Amazon. C'est disponible sur 50 000 ou 10 000. Vous pouvez les appeler mineurs, vous pouvez les appeler nains, mais c'est disponible sur une centaine ou des milliers de personnes. Ça veut dire que l'information, non seulement elle est difficilement falsifiable parce qu'il faudrait falsifier tous les millions,
Elle est Oui. plus accessible si 2 ou 3 ou 50 ou 100 ou 1000 ne sont pas disponibles. Vous aurez accès à cette information. Donc, elle est sécurisée, elle est rapide et elle permet en même temps de l'avoir Oui. sur différentes machines et des accès différents. Oui. Oui, mais le journaliste que je suis est bien entendu très curieux parce que quand on parle de réalité virtuelle, je vois je vois des casques. Quand on parle peut-être du dernier iPhone, je le vois, le 14, le 1000. Mais quand on parle de blockchain, on rentre dans un lieu où il y a de la blockchain. Comment on sait qu'il y a de la blockchain? Où tout est virtuel? Vous l'avez dit, le mot est virtuel et dans ce sens, c'est des technologies, bien qu'elles soient disruptives, c'est des technologies de, entre guillemets, je vais utiliser avec beaucoup de légèreté le terme Oui. back office. Ça veut dire c'est des technologies, vous ne le verrez pas. Normalement, une bonne implémentation de blockchain, vous ne devez rien voir. Ce que ça vous donne, c'est des qualités que ça vous donne. Ça vous donne une meilleure sécurité, un meilleur accès et une authentification irrémédiable. Je pense que c'est Cédric qui en parlait tantôt. Dans le cas d'un vote, par exemple, on est sûr maintenant qu'une personne vote qu'une seule fois et ne votera pas une seconde fois et personne n'y peut rien. Même si j'étais master de la base de données, je n'aurais pas la capacité de le changer. C'est ce que ça va vous donner, c'est des qualités en plus, mais sur la visibilité physique, vous ne le verrez pas. La blockchain, ce ne serait pas une multitude de téléphones ou une multitude de salles d'ordinateurs que vous verrez. C'est quelque chose qui se passe en arrière. Mais c'est exactement la même chose pour votre email. Hein. Vous recevez le mail, mais vous ne savez pas où est le serveur de Google ou où est le serveur du fournisseur. Merci. Merci Mohamed. En mode imam aujourd'hui, peut-être ça annonce le vendredi qui va venir cette semaine. Merci beaucoup. À présent, j'aimerais, avant qu'on donne bien entendu la parole à Eliman qui représente l'État en quelque sorte sur ce panel, j'aimerais bien qu'on s'ouvre un peu à Khalifa Ababakar Sarr, expert en géomatique, et ensuite à Daouda du côté de la société civile. Khalifa, on a fini de parler un peu de la blockchain. Côté géomatique, Khalifa, aujourd'hui, quels sont les outils à votre disposition et qui sont utiles à la collectivité d'un point de vue gestion du foncier? Oui, bonjour Ousmane. Je suis très heureux d'être à ce panel avec tous ces valeureux collègues, amis. Je salue mon voisin d'à côté, monsieur le maire de la commune de Yoff, parce que je suis à la commune de la Padoie avec sa consoeur Maïmouna. Je crois qu'effectivement aussi notre ami et frère Cédric a très bien parlé. En 2019, alors que j'étais à une conférence Afrique-Ville durable à Paris, j'avais fait un crochet à Bruxelles, mais quand même avec l'Université libre de Bruxelles, la formation de beaucoup d'Africains sur la géomatique, la programmation avec aujourd'hui beaucoup de logiciels smart pour intégrer les données dans les plateformes interactives informatiques, c'est trop intéressant et trop ambitieux pour aider nos pays en voie de développement. Je m'en vais aussi également remercier Mohamed, saluer aussi Daouda. J'aimerais bien qu'on s'ouvre avec la société civile, développer un peu ce qu'on est en train de poser aujourd'hui sur la table, parce que nous avons initié le réseau digital des municipalités, des collectivités du Sénégal, et nous avons déjà des produits finis pour certaines communes et nous ambitionnons de continuer pour toutes les communes du Sénégal. Eliman Malik, qui est vraiment un confrère, parce qu'on se partage l'Association sénégalaise des professionnels de la géomatique, fort de l'ASPG, qui est fort de 700 membres. Aujourd'hui, bravo, félicitations. Merci beaucoup, Ousmane. Nos collègues sont à Kigali aujourd'hui. Je voudrais citer M. Gayan Faye, qui est professeur de géomatique au niveau de laboratoire de télédirection appliquée et qui porte la feuille de route. Dont il est le directeur d'ailleurs. Hein? Dont il est le directeur. Il est le directeur et aussi il porte la feuille de route du géospatial au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Inch'Allah, en 2023, le Sénégal lancera le premier satellite. Et c'est important. Pourquoi j'ai mentionné cela? En décembre passé, avec l'Union africaine, on a été au 2e forum continental de l'observation de la Terre. C'est-à-dire, nous voudrons aujourd'hui reprendre les services de notre espace. L'Afrique perd beaucoup en laissant son espace. Je ne dirais pas l'Afrique, le monde se partage un espace, mais tout un chacun est libre de partager l'espace qui lui fait dessus au niveau du ciel. Et la géomatique aussi se veut un outil pour effectivement explorer et exploiter en temps réel
les outils d'observation de la Terre. Vous avez posé une question extrêmement intéressante, Ousmane. Aujourd'hui, les outils de la géomatique sont très vastes pour participer à la gestion du foncier. Du foncier, oui. Voilà, déjà j'ai fait 6 ans à l'UCG comme responsable national de la cartographie. On a eu à faire le tour du Sénégal pour faire la cartographie de la gestion des déchets, mais ceci touche particulièrement les collectivités territoriales. J'ai eu aussi l'honneur récemment d'être expert associé au niveau du cabinet Soterco pour le compte du Procasef, le projet de modernisation du cadastre et de sécurisation foncière que le gouvernement sénégalais mène aujourd'hui avec la Banque mondiale. Et nous avons tenté d'étudier les indicateurs de performance pour l'étude du cadastre, également foncier, bien sûr, parce que le NICAD, comme les POAS, ont été lancés depuis très longtemps, depuis déjà 2000, 2002, etc., avec la SAED que vous connaissez dans le nord du Sénégal, oui. Avec aussi le bureau central du cadastre qui avait eu la sage attitude d'ouvrir même un bureau pour les collectivités locales, où en son temps, on parlait de collectivités locales. La terminologie a évolué pour devenir collectivité territoriale. Territoriale, oui. De DCL, on est passé à DCT au niveau du ministère des collectivités territoriales. Mais les outils sont vaguement aujourd'hui appliqués. De cette conception, à savoir, tout à l'heure, le maire en a parlé, la géomatique a 4 points saillants qui puissent aider les collectivités. Il faut avoir une donnée de valeur. Il faut passer de cette donnée à une information, d'où nous parlons de système d'information géographique. Oui. Et après cette information, il faut avoir de la connaissance sur le territoire. Quand on a cette connaissance sur le territoire, on a une compétence aujourd'hui. C'est pourquoi, lors de ma troisième question, vous avez parlé de quelle formation pour les acteurs locaux pour aujourd'hui le cadastre foncier au niveau des collectivités territoriales. Mais ces outils sont aujourd'hui des outils logiciels. Parce que pour faire un système d'information géographique, il faut avoir du matériel. Les collectivités doivent se doter du matériel. C'est pourquoi il y a beaucoup de programmes ambitieux qui dotent les collectivités du matériel. Quand je parle du matériel, je veux parler aujourd'hui des ordinateurs. Récemment, j'ai suivi... Le drone aussi, Voilà, de diagnostic. J'ai suivi à la télévision le projet de Promoville qui est ambitieux, mais c'est loin d'être suffisant pour couvrir l'ensemble des besoins de nos territoires. Parce que vous savez qu'on est à l'ère de la communalisation universelle et que toutes les communes sont d'égale dignité. Même si aujourd'hui on a des villes, mais les villes ne peuvent pas prendre carrément la responsabilité de la commune directement parce que la commune a un besoin spécifique. Parce que les 5 ans ou 6 ans que j'ai passé au ministère des collectivités territoriales, plus les autres 5 ans au ministère de la formation professionnelle, avec le programme national géomatique du Sénégal, le projet d'appui canadien, nous ont fait comprendre qu'il nous faut aujourd'hui recruter aussi des spécialistes au niveau des collectivités territoriales. Même si on a une très bonne base, un maire qui passe 5 ans ou bien qui a l'occasion de faire 10 ans, après s'il laisse le champ libre, les données deviennent caduques. Il nous faut de la mise à jour. Donc, après le matériel dont j'ai parlé, il nous faut aussi du logiciel. Les logiciels sont de 2 colorations. Il y a les logiciels open source aujourd'hui, mais il y a le logiciel sous licence. Et récemment même, il y a une conférence qu'on a tenue, nous, l'ASPG et la firme chinoise Supermap, qui gagne du terrain en Afrique. Je ne veux pas faire de la publicité, mais il y a Esri Californie qui est là en Afrique, en Europe, etc. Mais il y a aussi les utilisateurs. Quand on parle de matériel, logiciel, on a les utilisateurs, mais on a les données. Et en fait, on a les méthodes. C'est les méthodes qui font intervenir l'information qu'on doit faire aux acteurs. Donc, je crois que ces outils, il y a les plateformes cloud, parce que les mairies aussi glandent beaucoup d'informations. Aujourd'hui, il y a les réseaux distribués, parce que beaucoup de maires ignorent la fibre optique qui passe dans leur territoire, les réseaux d'eau, les réseaux d'électrification, et tout ça là, c'est une cohorte de données qui sont plausibles et qui devraient aider à aussi soutirer de la taxation sur l'ensemble des territoires. D'où le lien géomatique et blockchain. Je crois qu'effectivement, moi, je vais revenir sur ça, mais je salue aussi la vivacité d'esprit de nos collègues, notamment le maire qui aujourd'hui comprend un peu le numérique pour les collectivités. Et aussi mon ami va y revenir, Eliman. Je ne veux pas trahir un secret, mais on a déjà 136 communes qui seront visitées avec les 4 grappes du Procasef, mais c'est loin d'être suffisant sur 550 communes.
on va cibler d'autres communes à l'avenir sur le choix des budgets à venir et l'équipement va s'en suivre avec ce Procasef-là. Donc, je crois que les outils aussi, on a des outils de démangerie satellitaire. Aujourd'hui, récemment, Laser a bénéficié de ce qu'on appelle le Digital Challenge Energy, où je suis un peu l'assistant technique de ce projet. On va cartographier un peu les défectuosités de réseaux électriques moyenne, basse et haute tension. C'est le robot Mapper qui a été conçu par le laboratoire de l'Université d'Arkansas d'intelligence artificielle. Et le robot Mapper, c'est comme le Google Street View. Ça nous permet, en un passage, de prendre les données. Et tout ça, c'est des données d'entrée qu'on peut faire pour la géomatique. Donc, les outils sont innombrables. On ne peut pas les citer ici, mais les universités en ont, les institutions en ont, les ministères en ont, et aujourd'hui aussi, les partenaires techniques financiers en ont. Merci beaucoup, Khalifa. Il a compris que je dois juste faire le tour, mais c'est effectivement important tout ce qu'il dit. Et après avoir écouté tout le monde, en attendant de donner la parole à Daouda et ensuite à Eliman, je me dis que nous avons tout. Au Sénégal, nous ne manquons absolument de rien, à l'échelle africaine également. Mais le souci après, c'est l'utilisation de tout cela. Hier, dans la soirée, j'ai modéré un panel à l'Institut français de Dakar où on parlait d'algorithmes, de blockchain et de l'exploitation des données. Et beaucoup de startups, d'ailleurs, sont rentrées dans la compétition pour proposer dans le cadre disons, dans le cadre du challenge, PAS Challenge, une problématique, un algorithme et une solution. Proposer, par exemple, beaucoup d'applications, beaucoup de solutions qui aident dans la gestion de la circulation à Dakar, qui est un gros souci, même si on dispose beaucoup de données. Ça fera peut-être l'objet de notre panel. J'aimerais bien, après, donner la parole à Daouda. Comme ça, Eliman, en dernier, reviendra un peu sur tout ce qui a été dit. Daouda, la société civile au Sénégal est bouillonnante, on entend beaucoup de prises de position chez vous, chez d'autres acteurs, mais le souci, c'est que côté technologie, je ne vous entends pas bien, je ne vous entends pas toujours. Côté technologie, c'est quoi le problème comme première question? Ça vous dépasse parce que ce n'est pas vendeur, parce que ça ne fait pas recette? C'est quoi le problème, Daouda? Merci beaucoup, Ousmane, et merci également aux autres panélistes dont je profite de cette occasion pour les remercier. Je vais très rapidement me lancer sur la question. Remercier également les panélistes sur les explications par rapport à la blockchain et à la géomatique, pour dire que c'est pas que nous ne connaissons pas ou bien nous ne travaillons pas par rapport à ces choses-là. Seulement que nous travaillons sur la gouvernance du foncier en tant que tel. C'est bon que l'aspect informatique ou l'aspect digitalisation est extrêmement important. D'ailleurs, pour la sécurisation foncière, c'est devenu incontournable. Maintenant, le fait que nos interventions peut-être ne se portent pas principalement sur cette question peut se justifier dans la mesure où, avant d'aller sur la question concernant la digitalisation, il va falloir régler des questions préalables. Les questions préalables pour le foncier avant la digitalisation, d'abord, est-ce qu'on est arrivé au Sénégal à distinguer les différentes catégories de terres? Monsieur le maire, on a vu beaucoup de maires qui ont délibéré sur des surfaces de terre dont ils n'avaient pas compétence. C'est-à-dire des surfaces de terre qui sont des terres qui relèvent du domaine de l'État, alors que le conseil municipal n'a pas de compétence sur ça. Donc, le premier problème, ou le premier niveau à régler avant de digitaliser, parce que pour digitaliser, il va falloir régler ces questions. Sinon, on digitalise des erreurs. D'abord, régler les questions des différentes catégories de terres pour que les différents acteurs puissent comprendre qui a compétence sur telle ou telle terre. Si on voit la configuration au niveau du Sénégal, il en parlait tout à l'heure avec le cadastre et le Procasef. L'idée, actuellement, l'État est en train de faire du travail sur les terres qui concernent le domaine de l'État. On peut identifier presque tous les titres fonciers de l'État. Mais si vous allez dans les communes n'arrivent pas, dans beaucoup de communes, les maires ne connaissent pas que dans le périmètre communal, il y a des titres fonciers de l'État. Quelle est la documentation qui permet à un maire, une fois être élu, parce qu'il a des compétences sur le foncier, son conseil municipal a des compétences sur le foncier, quelle est la documentation qu'il a par devers lui qui lui permet de savoir que dans sa commune, j'ai X titres fonciers de l'État qui sont situés dans des domaines
endroits de la commune très précis, pour que le conseil municipal, une fois appelé à délibérer, ne puisse pas délibérer sur ces terres-là. Je donne juste un exemple. Vous rappelez de l'histoire foncière ou bien du problème foncier au niveau de Thiès, dans la commune de Thiès-Ouest, je pense bien, avec l'affaire de Mbour 4. Quand le préfet se permet de dire que oui, les autorisations qui devaient être faites ont été faites par l'ensemble des services et que effectivement il y a eu un lotissement en bonne et due forme. Et c'est le préfet lui-même qui dit que, mais on s'est rendu compte après que une bonne partie, presque 60% de ces terres-là relevaient de la forêt classée. Il y a un problème au niveau de l'administration parce que c'est des services de l'administration, le cadastre, le service de l'urbanisme, le service des domaines et les autres services environnement et autres qui ont donné leur quitus sur cette délibération, mais comment ils ne sont pas rendus compte que sur ces terres-là, il y a une bonne partie qui se trouve dans la forêt classée. Alors, revenant aux maires, ils ont pensé qu'ils ont une délibération, un lotissement. Il fallait maintenant procéder à ce qu'on appelle les attributions. Ils ne pouvaient pas faire ces attributions parce que ces terres qui étaient dans la forêt classée ne pouvaient pas être attribuées à des populations comme ça, sans pour autant qu'on les déclasse. C'est ça qui fait que, si vous voyez dans la configuration foncière, il y a énormément de conflits fonciers. L'État est en train de faire des avancées par rapport à ça, comme il l'a dit. Il y a beaucoup d'initiatives de la société civile qui ont été reprises par l'État, mais l'État est également en train de faire des actions, notamment concernant l'Agence nationale d'aménagement du territoire. Il y a une bonne partie du travail qui est fait, mais qui reste vraiment à être appliqué. Parce qu'au Sénégal, le problème qui se pose, c'est l'application des réformes que nous faisons. C'est le concret. Si vous voyez l'autre aspect du foncier, principalement, je parle sous le couvert du maire, peut-être que lui, il est en ville, il peut connaître la délimitation de sa commune. Mais si vous allez dans les communes qui sont en milieu rural, vous voyez, lui-même, il dit qu'il ne connaît pas où commence sa commune, où s'arrête sa commune. C'est pire quand vous allez dans les collectivités territoriales qui sont en milieu rural. Donc, la commune est composée de X, Y villages. Mais on ne vous dit pas les derniers villages frontaliers des deux communes. Voici là où s'arrête ce village, là où s'arrête l'autre village. De ce fait, moi j'habite dans le village Y, vous habitez dans le village Z. On fait une délibération. Moi, les terres que je cultivais sont dans le périmètre communal d'une autre commune. Alors, moi, j'habite dans notre commune. Donc, voyez, tout cela fait des difficultés. On a eu à travailler sur ces questions. Je pense qu'on a été à Mbour. Le département de Mbour, parce que c'est là vraiment quand on parle de problèmes fonciers au Sénégal, au-delà de la région de Saint-Louis, la partie Bâle et autres, c'est le département de la région de Thiès, avec toutes les infrastructures qui sont construites actuellement là-bas. On a eu à travailler avec l'ensemble des représentants de la société civile qui s'activent autour des questions foncières au niveau du département de Mbour. Ils ont fait un diagnostic de l'ensemble des problèmes fonciers qui existent là-bas, mais on a vu que vraiment, il y a beaucoup de questions qui ont trait au fait que c'est des problèmes de données, c'est-à-dire les populations, les maires, d'abord, les collectivités territoriales ne maîtrisent pas leur assiette foncière, mais également les populations également ne connaissent pas parfois les limites de leur réserve foncière. Si on a ces problématiques-là et on veut aller à la digitalisation, je pense que le problème fondamental, c'est d'abord de régler ces questions-là, tout en faisant en sorte que les collectivités locales puissent, d'abord, qu'on puisse déterminer les différentes catégories de terres, parce que je rappelle qu'on en a en réalité 3 voire 4, c'est les terres du domaine national, les terres du domaine des particuliers, c'est-à-dire les titres fonciers et autres. Si on n'arrive pas à faire la différenciation de ces différentes catégories de terres pour qu'on puisse vraiment, dans une localité donnée, que chacun puisse savoir ces terres-là sont des terres appartenant à tel et tel est compétent pour donner ou ne pas donner ces terres-là. Je pense que si on va vers la dématérialisation, nous risquons après de dématérialiser, d'avoir de nouveaux conflits fonciers. De rematérialiser. Être gérés. Oui, Daouda, une dernière question très rapidement avant de passer la parole à Eliman. On vous entend bien, c'est important, bien entendu, mais est-ce que quand même l'argument consistant à dire il faut d'abord qu'on règle certains préalables avant d'aller dans le vide, est-ce que ce n'est pas trop facile
parce que si vous parlez de démarcation, de délimitation, mais le numérique pourrait s'avérer un précieux outil pour ça. Oui, le numérique va venir dans le règlement de ces difficultés-là. Mais il peut venir en amont. Pourquoi vous voulez mettre le numérique après? Le numérique peut venir en amont. Parce que quand on parle de dématérialisation, quand on parle de données, on parle de démarcation, de délimitation, mais les outils géomatiques aident aussi, non? Oui, les outils géomatiques aident, mais les outils géomatiques peuvent venir dans la délimitation. Parce que le problème que j'ai commencé par dire que c'est un problème de délimitation la plupart du temps. Pour délimiter, on a besoin de ces outils. Mais avant d'avoir le besoin de ces outils, j'ai commencé par dire qu'il va falloir comprendre les catégories de terre. Oui. On est d'accord. Les catégories de terre, c'est pas la dématérialisation. Si vous comprenez les catégories de terre, maintenant vous dites, par exemple, dans la commune de Yoff, il y a un titre foncier de l'État de 50 hectares. Là vient la digitalisation pour délimiter de façon digitale les 50 hectares qui sont du titre foncier. On est d'accord. Là, c'est comme ça que je le perçois. Donc, il va falloir régler. On est d'accord, Daouda. Mais là, je reste convaincu que la digitalisation est incontournable dans la gestion, dans la sécurisation foncière. Parce que si on ne le fait pas, on va arriver encore dans des situations où on aura encore des conflits fonciers qui vont résulter du fait qu'il y a des collectivités qui délibèrent sur une partie dont l'État a un titre foncier, ou l'État qui vient dire que j'ai un titre foncier qui part jusqu'à tel endroit, alors que la délimitation n'a pas été faite. Et je termine que je vous avoue que jusqu'à présent, si vous allez dans certaines communes, pour faire la délibération, monsieur le maire, c'est certains de ses collègues, c'est des décamètres qu'on utilise pour vraiment délimiter, mesurer les surfaces de terre. Alors que la technologie devrait vraiment dépasser cela. Merci beaucoup, Daouda. Mais j'espère qu'en même temps, vous n'êtes pas en train de vous moquer de nous, les villageois, nous, les acteurs du monde rural. Non, moi qui vous parle, je suis un pur produit du village. Rassure-toi, Daouda, je fais c'est très, très gentil, hein, Daouda Diop, chargé de projet au Forum civil. Hein. Celui qui m'a donné le titre de Daouda n'a pas mis SA projet. J'espère que Daouda n'est pas chargé que d'un seul projet quand même au Forum civil. Hein. Ça ferait moins de travail pour lui. Merci, Daouda. Ousmane, je pense que dans un premier temps, tu as entendu tout ce qui a été dit. Qu'il faut d'abord régler certains préalables, mais la charge un peu journalistique que je apporterai également en même temps, c'est qu'il y a beaucoup d'outils côté blockchain, côté géomatique, mais on a l'impression qu'on n'évolue pas, que les conflits fonciers d'hier sont les conflits fonciers d'aujourd'hui. Quelle est finalement l'utilité du cadastre pour vous provoquer mieux, comme dirait l'autre journaliste impertinent, à quoi sert le cadastre? Merci beaucoup, Ousmane. Merci beaucoup, chers participants. Bon, vous savez, parler en dernier lieu, ce n'est pas facile, mais je vais essayer parce que certains panélistes ont poussé vraiment les points qu'il faut. Comme Daouda, qui a parlé surtout de ces problématiques-là qu'ils ne comprennent pas. Et vous l'avez dit tout à l'heure, on n'évolue pas. Pourtant, il y a des outils, il y a des moyens, tout ça, mais on n'évolue pas. Mais ce que je voulais dire à Daouda tout à l'heure, il a parlé de tout, mais il n'a pas donné au fait la solution. Au fait, c'est parce qu'on n'a pas un cadastre au Sénégal. C'est parce qu'on n'a pas cadastré. On ne peut pas, tant qu'il n'y a pas un cadastre au Sénégal, on sera dans tous ces problèmes-là. Parce qu'il n'a pas le cadastre, ne maîtrise pas la terre. Et la terre, la richesse se repose sur la terre. Tout le monde a besoin de cette terre. Maintenant, s'il n'y a pas ce recensement-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cadastre, ça veut dire qu'on n'a pas fait le recensement des biens bâtis et non bâtis. On ne connaît pas, on n'a pas une cartographie, la représentation cartographique au niveau national sur une base communale. Tout ça, on ne l'a pas. Donc, si on n'a pas cette maîtrise de cette donnée, le cadastre. Si on n'a pas le cadastre, ce cadastre-là, tous ces problèmes soulevés par le maire, soulevés par Daouda ou par Khalifa vont perdurer. On va continuer à parler de ces problèmes-là. Alors qu'on verra que pourtant, il y a des personnes, il y a la matière grise qui est là, il y a les outils qui sont là,
Mais pourquoi on a toujours ces problèmes? Parce que cadastrer un pays, c'est une volonté politique. En fait, cadastrer un pays, c'est une volonté politique. C'est seul le président de la République qui peut donner cette directive-là pour qu'on puisse cadastrer un pays. Et on ne peut aller nulle part tant qu'on ne fait pas ça. Parce qu'il s'agit de l'aménagement du territoire. Ils doivent se baser sur le cadastre pour faire leur aménagement du territoire. S'il s'agit de la gestion de l'urbanisation, il faut de l'état des lieux pour pouvoir gérer l'urbanisation. Qu'il s'agit des questions d'inondation, des questions d'environnement, des questions de gestion des ressources naturelles, toutes ces questions-là doivent avoir une matière. La matière première, c'est le cadastre, c'est-à-dire c'est l'information cadastrale. Donc, c'est ça, c'est là où se trouve réellement le problème. Maintenant, comme le dit Khalifa, il y a beaucoup d'outils qui sont là. Et puis, nous, cadastre, on utilise ces outils, ça fait longtemps. Ça fait plus de vingtaine d'années, on est dans ces outils, dans le digital, en utilisant les stations totales pour faire les collectes de données sur le terrain, les EPS, les récepteurs GNSS pour faire les collectes sur le terrain, et maintenant même avec les stations permanentes qui existent au niveau de Dakar, de pouvoir utiliser un seul récepteur pour faire la collecte de données. Et avec l'avènement des drones aussi, nous, on fait partie des premiers à utiliser les drones topographiques au niveau mondial, je dis. Les premiers à utiliser ces drones topographiques. Donc, ces drones topographiques nous permettent de faire des cartographies de masse, c'est-à-dire la collecte de données de masse. Mais on n'a pas un système cadastral, en fait. On n'a pas un système d'information. Si on fait la collecte de ces informations-là, qu'est-ce qui doit gérer ces informations-là, en fait? En fait, il faut un système d'information pour pouvoir gérer ces données. Oui. Eliman, là, vous êtes en train de concurrencer la société civile. Quand on vous entend, on pense que vous êtes du Forum civil, de Transparence. Vous êtes l'État, Eliman. C'est quoi le problème? Vous avez tous les outils aujourd'hui. Mais pourquoi vous ne réglez pas les problèmes? Non, je vous dis, en fait, j'ai dit tantôt, le cadastrer un pays, c'est une volonté, ça ne vient que de la volonté du président. Dans tous les pays du monde, pour cadastrer un pays, parce qu'en fait, cadastrer un pays, c'est quoi? En fait, pour faire le recensement de la population, c'est quoi? C'est un recensement national qui se fait. Par exemple, au Sénégal, tous les 10 ans, on fait un recensement national. Mais pour le cadastre, c'est un recensement. En fait, on fait le recensement des propriétés bâties et non bâties avec leurs propriétaires. Donc, pour savoir, dans chaque territoire, qu'est-ce qu'on fait dans ce territoire-là? Qui occupe? Qui fait quoi? C'est sur la base de ces informations-là qu'on puisse délimiter même ces communes-là. Sur la base de ces informations-là, que le maire puisse administrer légalement, normalement, sa commune. Eliman, oui. Oui, j'aimerais bien savoir, pour être très concret, vous suivre un peu dans votre logique. Actuellement, au Sénégal, en termes d'existant, quand on parle de digitalisation du foncier, on a quoi? Quel est l'existant actuel? C'est là où je voulais venir, en fait, parce que nous, parce que ça fait des années, l'institution est en train de faire des pas. Mais ces dernières années, quand même, il y a beaucoup de moyens qui sont mis pour aller vers ce cadastrage-là. Parce qu'actuellement, au niveau de la Direction générale des impôts et domaines, je vous rappelle que la direction du cadastre est une direction de la Direction générale des impôts et domaines, qui gère le foncier au niveau national. La direction, au niveau de la Direction générale des impôts et domaines, on a 3 projets majeurs pour la gestion foncière, la sécurisation. C'est-à-dire, il y a le projet des systèmes de gestion du foncier qui est actuellement en phase finale. Ce projet va permettre de regrouper toutes ces informations-là, des informations foncières, de pouvoir digitaliser le foncier. Parce qu'actuellement, la réingénierie des process a été déjà bouclée. C'est-à-dire, on avait à l'époque, on avait avant une réingénierie on avait des process sur un livre, par exemple, sur un livre. Mais tous ces process ont été dématérialisés et adaptés au système de gestion du foncier parce qu'ils doivent être automatisés. Ce système de gestion du foncier est en train de mettre en place à peu près, ça fait plus de 2 ans. Donc, nous sommes à la phase finale.
Oui. Il y a aussi le projet de cadastrage et de sécurisation foncière. J'ai entendu Khalifa l'a soulevé tout à l'heure et Daouda, le PORCASEF. Mais tous ces projets-là, c'est sur des sites pilotes. Le projet de gestion du foncier que nous avons ici de la DGID, c'est pour 4 sites pilotes pour le moment. Pour le projet PORCASEF, c'est pour 136 communes. Ça veut dire que ça reste encore, il y aura plus de 400 communes à pourvoir. Oui. Oui, maintenant, dernière question avant de refaire le tour de table, de redonner la parole, notamment à Seydina Issa Laye Samb et à Cédric Dubuc. Aujourd'hui, au Sénégal, quelles sont les assurances foncières que vous voudriez bien donner aux investisseurs? Qu'est-ce qui devrait bien rassurer un investisseur quand il vient dans une commune donnée? Qu'est-ce qui devrait le rassurer au moment d'investir et de s'investir? En fait, quand on parle de la sécurisation foncière, c'est sur 2 aspects. Il y a l'aspect droit et il y a l'aspect perception. Je pense que l'aspect perception, dans le job de la société civile, il sera bien de quoi je parle. L'aspect droit, c'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas la publication foncière au niveau du livre foncier, on ne peut pas parler en réalité de sécurisation foncière. Sécurité foncière de mon titre foncier, tant qu'il n'y a pas la publication foncière. Maintenant, l'aspect perception, c'est-à-dire quelqu'un, parce qu'il y a même dans le cadre des ODD, il y a des experts qui étudient ces aspects-là. Quelqu'un peut avoir son titre foncier et dans sa tête, il n'est pas en sécurité. Ça, c'est par rapport à la juridiction des pays. C'est-à-dire qu'on paye, le Sénégal peut être à un pourcentage très élevé, mais un autre pays voisin pour ne pas être à ce pourcentage. Donc, la sécurité foncière, en fait, si un investisseur veut venir, par exemple, au Sénégal pour s'assurer qu'il a la sécurité foncière, c'est parce qu'il va se rapprocher de nos services par rapport à ces documents ou bien par rapport à cette portion de terrain dont il veut investir et il aura les informations qu'il faut. Mais ces informations, normalement, dans le digital, on ne devait pas attendre que cette personne-là se déplace, aller dans les bureaux. Il pouvait avoir ça, s'il était en Allemagne ou bien aux États-Unis, il pouvait avoir ces informations juste en se connectant et avoir ces informations. Merci beaucoup, Elimana. Je sais que le rôle qui vous est dévolu n'est pas très simple. Mais bon, c'est comme ça aussi dans ce panel-là, parce qu'on attend beaucoup d'assurance également de votre part en tant que chef de section cadastre et géomatique à la direction du cadastre, issu, vous l'avez dit, de la direction générale des impôts et domaines. On en revient vers le maire de la commune de Yoff, Seydina Issa Laye Samb. Pour cette fois, je ne vous pose pas de questions, je vous laisse peut-être réagir un peu par rapport aux interpellations des uns et des autres. Seydina? Oui, en tout cas, je m'en réjouis parce que j'ai fait une prise de notes que je vais naturellement exploiter après cette rencontre. Vraiment, qui est pour moi une école, hein, parce que face à des experts, un jeune maire qui apprend, effectivement, on en a bien besoin, parce que nous ne maîtrisons pas, en fait, l'ensemble des domaines qui nous sont délégués, surtout le foncier. Je parle sous le contrôle de M. Eliman Malik Ndiaye. C'est une question très complexe pour les maires et très glissante. C'est pour ça qu'on avait dès l'entame prôné la démarche inclusive pour vraiment éviter toute erreur de la sorte. Effectivement, un des intervenants l'a dit, je pense, c'est Daouda Diop. On a des difficultés sur même les limitations des communes. Parce qu'aujourd'hui, je sais, les lignes de séparation entre ma commune et celle, par exemple, des Parcelles Assainies, de la Patte d'Oie, de Grand Yoff et de Mermoz Sacré-Cœur, entre autres. Mais vous allez vers Ngor, c'est des difficultés. On ne s'accorde pas sur les points de séparation. Vous allez aussi vers, principalement Ngor, hein, mais du côté de Ouakam aussi, ça c'est un peu plus clair. Mais il y a un travail d'abord préalable à faire. Permettre aux communes de maîtriser naturellement leur assiette, de savoir leurs limites. Et ensuite, il y a un autre problème qui survient et dont on a fait les frais récemment, c'est la délimitation des quartiers. Parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de quartiers. Il y a des propriétés foncières dans le quartier, mais il y a des limites maintenant qui ne sont pas identifiables. Donc, c'est des difficultés vraiment qu'il faudrait voir et nous avons sollicité l'Agence nationale
de l'aménagement du territoire pour pouvoir régler l'ensemble de ces problèmes. Donc, par rapport effectivement aux différents types de propriétés foncières, effectivement, nous sommes en train de parler avec des spécialistes en la matière et le cadastre, comme je l'ai dit dans le cadre de la commission foncière, comment faire un état des lieux pour savoir ce qui appartient au privé, parce que 80%, je peux dire, des terres qui appartiennent au privé dans la zone de Ouest-Foire, je parle sous le contrôle de M. Ndiaye, sont toujours sujets à des difficultés. On voit une autorisation de lotir aujourd'hui qui peut être annulée quelques mois après. Donc, ce sont ces difficultés que nous rencontrons. Et naturellement, une digitalisation permettrait naturellement de régler l'ensemble des conflits fonciers. En tout cas, c'est la première interpellation citoyenne, c'est les premières interpellations que nous recevons presque chaque semaine. Chaque semaine, il y a un contentieux qui nous est soumis pour pouvoir trouver des solutions. Soit il y a un empiètement, il y a peut-être un titre qui a été rattaché sur un autre site. C'est les problèmes que nous rencontrons. Maintenant, par rapport au blockchain, effectivement, nous souhaitons vraiment qu'il y ait une technologie centralisée qui puisse permettre vraiment de régler ces problèmes-là. Parce qu'en fait, pour promouvoir le développement, il faut des espaces pacifiés, que la commune, elle aussi, bénéficie de ces espaces-là, comme le stipule le code de l'urbanisme, que 15% des équipements puissent revenir aux collectivités. Et ce seront pour nous des moyens de naturellement développer l'éducation, la santé, entre autres. En tout cas, nous avons beaucoup de difficultés. Et maintenant, au service technique de l'État, comme le cadastre, je ne jette pas de pierre, mais d'être très proactif et au domaine pour vraiment résoudre ce différents types de problèmes. En tout cas, sachez que nous sommes un des maires de la capitale les plus exposés en matière de conflits fonciers. Merci beaucoup, monsieur le maire de la commune de Yoff, Seydina Issa Laye Samb. Je sais qu'à 16h, il doit se libérer, il est déjà 16h. Mais je parie que le panel est tellement pertinent que monsieur le maire va encore rester un peu encore avec nous. Le cas de Cédric, est-ce que ce sera le cas ou pas? Bon, il nous dira. Cédric Bibic, on vous redonne la parole. Oui, écoutez, moi j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Comment vous dire, j'essaie de rebondir aussi sur les précédentes interventions et peut-être essayer de prendre un tout petit peu de recul par rapport à ce que je viens d'entendre. Ma compréhension, c'est qu'il y a une volonté visiblement politique à l'échelle du pays qui est le Sénégal, mais plus généralement à l'échelle de l'Afrique, voire même plus généralement à l'échelle du monde, d'utiliser la technologie pour ce qu'elle a de meilleur en fonction de certains usages. En l'occurrence, là, on s'arrête effectivement et on zoome sur la propriété foncière, qui est une des problématiques que vous rencontrez avec le plus d'acuité et qui est source de conflits. Bon, je dirais que la première étape, c'est effectivement ce que notre ami au cadastre a évoqué, c'est-à-dire qu'il faut que la donnée soit de l'information, et pour ça, ça passe par un contrôle sous le tiers de confiance qu'il est. Une fois que cette étape-là est franchie, je pense qu'il faut travailler avec un calendrier à l'échelle du pays, peut-être pas à l'échelle des maires, mais à l'échelle du pays, pour pouvoir, ce qui est déjà en train d'être le cas, remonter ces informations dans un système mutualisé, et puis ensuite, très simplement, encapsuler l'information, la faire circuler pour que les notaires qui ensuite réalisent et transfèrent le foncier de A à B puissent le faire en bénéficiant de cette source qui peut effectivement bénéficier d'un fichier automatisé, distribué et immuable. Je pense que c'est peut-être aussi une façon je dirais, en faisant des petits pas, comme on dit, d'aller très rapidement, je dirais, dans une évolution qui propulserait, à mon avis, le Sénégal à un rang que peu d'États aujourd'hui au monde ont d'un point de vue technologique. Et aujourd'hui, le petit, je ne veux pas l'appeler le retard, mais disons que les difficultés en termes de propriété et les conflits qui en génèrent sont peut-être l'occasion de pouvoir faire accélérer et que cette prise de conscience soit de nature à faire émerger le Sénégal comme étant un champion technologique. Moi, c'est un sujet qui me plaît et je pense que on parle du cadastre, mais on peut également faire connaître le Sénégal comme étant le champion technologique de demain, notamment dans la finance décentralisée, notamment dans les NFT. J'ai vu qu'il y a un des panélistes qui travaille ce sujet-là et il me plairait d'échanger avec lui. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets en dehors du droit de propriété qui, évidemment,
je dirais, est le sujet des organismes publics, mais il y a également le sujet plus privé, je pense, des entreprises qui peuvent, à mon avis, largement s'accaparer cette technologie pour faire émerger à nouveau des champions technologiques, que ça soit l'État qui utilise cela, je m'en réjouis, que ça soit les entreprises, je m'en réjouirais aussi. Et de mon côté, voilà, je vois l'enthousiasme qui est un enthousiasme d'ailleurs qui est relativement mondial hein, pour la technologie. Et en Afrique, il y a un enthousiasme qui est débordant, une digitalisation qui est évidemment totale et un accès à l'information qui est évidemment parfait. Donc, je pense que rien ne s'oppose entre guillemets à ce que à l'émergence de champions technologiques et ça suppose aussi un cadre réglementaire parce que effectivement la digitalisation du cadastre c'est un sujet. Moi je pense que pour faire du Sénégal le pays champion dans la technologie du Web3 et dans la technologie blockchain, à mon avis, il faut aussi adopter une réglementation qui soit en même temps une barrière à l'entrée pour éviter que les entreprises fassent tout et n'importe quoi, et permettre justement à toutes les entreprises du secteur de mettre un siège au Sénégal, de créer des emplois, de créer, je dirais, des pépinières Web3 qui permettent de faire émerger à nouveau des produits industriels qui permettent à nouveau de créer des solutions nouvelles, de créer des espaces dédiés pour les entreprises qui révolutionnent quand même la notion de temps et de lieu. Et c'est heureux aujourd'hui qu'on puisse non seulement échanger, mais peut-être demain aussi pouvoir échanger de la valeur grâce au Web3, puisque c'est de ça dont il s'agit, et permettre à des investisseurs d'où qu'ils viennent de pouvoir à nouveau investir et dans le foncier, avec évidemment le risque de la pression foncière, puisque un des inconvénients évidemment de la lisibilité, c'est qu'il y aura des investisseurs, et s'il y a des investisseurs, il y aura une pression foncière qui va encore s'accentuer et qui va peut-être, comme on le voit dans certaines villes, rendre difficile l'accès à l'immobilier. Bon, c'est aussi ce que souhaitent tout un chacun, les investisseurs de qualité qui ne demandent que ça finalement, de pouvoir créer des emplois au Sénégal. Je pense que c'est pas un argument qui, à mon avis, est de nature à enrayer la sécurité juridique. Donc voilà, moi, à mon niveau, je suis ravi d'être là avec vous. J'ai écouté beaucoup de choses qui m'ont plu. Je trouve que le maire est non seulement plein de bon sens, plein de vitalité quand il s'agit de mener à bien ces dossiers. Et je suis très attentif à ce qui se fera concrètement aussi dans les années à venir. Puisque voilà, il y a les colloques et ensuite il y a parfois des actions réelles et concrètes. Et de notre côté, c'est ça qui nous plaît le plus. Voilà. Donc voilà, moi je suis heureux d'échanger avec vous. Alors, je vous prie un peu de m'excuser, mais malheureusement, j'ai une réunion. Alors, moi, ici, 18h15 en France, j'ai une réunion qui a commencé il y a 10 minutes, donc je vais devoir récupérer un peu en bout de course. Donc voilà, chacun a mes coordonnées, je me rendrai disponible pour échanger en bilatéral après cette réunion. Et Ousmane, évidemment, tu es le bienvenu. Chacun des invités sont le bienvenu chez moi. Et puis, je sais que je serai bien accueilli aussi au Sénégal. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Merci pour cette, pour cette incursion dans le panel. Effectivement, depuis que j'ai fait ta rencontre au Sénégal, tu es dans ces problématiques-là et naturellement, on poursuit la réflexion dans le cadre d'ailleurs de ce panel et de l'après-panel parce que c'est aussi l'un des objectifs de cette série de panels en ligne, c'est de mettre un pont entre les différents acteurs, de susciter la réflexion le temps d'une après-midi, certes, oui, mais l'après aussi est tout aussi essentiel. Donc, merci à vous. C'est beaucoup. Un plaisir de nous reparler plus tard. Inch'Allah, on passera notamment le replay pour poursuivre tout ce qui se dira. Mohamed Diouf, du côté de Gaïndé 2000, même si je précise bien que Mohamed ne représente pas Gaïndé 2000, mais intervient à titre d'expert, comme expert blockchain. Mohamed, j'aimerais bien, parce qu'au Sénégal, on en parle aussi, est-ce que l'autre rupture qu'on devrait avoir dans la gestion du foncier ne devrait pas être la mise en place d'une plateforme qui permettrait à tous les acteurs, à toutes les parties prenantes de suivre en même temps? Par exemple, s'il y a une délibération chez Issa Laye Samba à Yoff,
que peut-être le cadastre ou d'autres acteurs puissent être au courant avant même de venir à Yoff voir comment ça se passe. Est-ce que la technologie, ça ne devrait pas servir à ça aussi, Mohamed? Merci pour la question et je salue la pertinence de l'ensemble des acteurs parce que en fait, il semble que déjà dans le choix, on vous en félicite, d'aucuns pourraient remplacer d'autres dans d'autres fonctions sans être experts dans le domaine. Vous avez parlé tantôt du représentant du cadastre qui a vraiment mis avec franchise et honnêteté les problèmes sur la table. Mais déjà, vous dire que la blockchain, par essence, est l'outil pour ce que vous demandez. C'est-à-dire, la blockchain est l'outil d'excellence pour une gestion décentralisée où chacun des acteurs a le même rôle et la même capacité dans ce qui lui est permis. C'est-à-dire, si le maire devait être celui qui octroie des terrains ou octroie des titres dans un endroit sous la supervision du cadastre et en utilisant un logiciel géomatique parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, il ne faut pas penser qu'on va avoir la blockchain. C'est-à-dire, si on avait même une blockchain, la façade première serait un outil géométrique qui permettrait de cliquer sur un point précis ou un endroit précis et de lui donner des attributs. Mais quelqu'un l'a très bien dit, il y a des préalables. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, par contre, c'est de dire, je vais attendre d'avoir l'ensemble des préalables pour passer à l'étape suivante. C'est-à-dire, il y a certaines zones, excusez-moi, qui sont déjà claires et prédéfinies. On pourrait mettre un système en place pour pouvoir exploiter ces zones-là et développer au fur et à mesure que le cadastre est mis en place et la géomatique a joué son rôle, remettre tout ce qui est acquis dans ces systèmes parce que je n'oserais pas croire qu'au Sénégal, il n'y a pas des zones qui sont très clairement définies, des frontières qui sont très clairement définies malgré les problèmes qui se posent. Donc, pour revenir à votre question et rester très technique parce que sur les autres aspects, les gens l'ont très bien défini, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour la rapidité des transactions, l'ouverture des systèmes, et la capacité de pouvoir exposer l'ensemble des informations pour la transparence. La blockchain est l'outil par excellence. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui disent que pour qu'on puisse parler réellement de blockchain, il faut que ce soit un outil, entre guillemets, révolutionnaire, qu'il expose la transparence, qu'elle soit décentralisée comme objet de travail, qu'il soit décentralisé et qu'il permette à chaque acteur d'avoir le même rôle à l'intérieur tout en conservant. D'ailleurs, c'est peut-être là que des fois, techniquement, les gens ont des problèmes avec la blockchain. On parle en même temps de garder l'anonymat et de garantir la transparence. Et c'est souvent antinomique, mais il faut. Ils ont trouvé un mot au milieu. Ils ont parlé de pseudonymity, qui est quelque part au milieu, qui dit qu'on doit savoir si c'est nécessaire, qui sait, mais on ne l'expose pas au premier niveau et on peut donc faire l'ensemble du travail et avancer et poser les jalons. Mais quand c'est nécessaire, on pourra faire la traçabilité à l'extrême. Donc, c'est des options qui sont de base sur la blockchain et cette rapidité pourrait être donc en faire un outil excellent pour tout ce dont on parle en ce moment, bien entendu, en respectant les différentes couches. La couche, comme je pense c'est Khalifa qui en parlait, qui va permettre de faire la cartographie réelle, de le mettre au niveau géomatique. Et maintenant, une fois qu'on a un lopin ou un lot bien prédéfini, pouvoir le garder, je pense, Dubik en parlait tantôt, comme un NFT, comme un objet, comme un token de valeur et pouvoir échanger cette valeur-là entre des personnes et pouvoir le morceler au besoin et en faire ce que l'on veut comme un outil d'échange particulièrement. Globalement, Mohamed, nos États sont très conservateurs, sinon, pour modérer un peu, je dirais, ils sont très vigilants, très prudents. On sait que la blockchain, on en parle plus dans le cadre des crypto-monnaies, la star des crypto-monnaies, notamment le Bitcoin. On connaît la position des banques globalement en Afrique, notre régulateur, la BCEAO. Est-ce que pour une technologie qui n'est pas aussi bonne presse, est-ce qu'elle pourrait l'avoir auprès de nos chefs d'État? Est-ce que le problème, ce n'est pas ça d'abord, un problème de réputation?
Bon, la réputation en fait partie, mais il faut comprendre aussi que ces technologies-là ne sont pas aussi naissantes qu'on le dit. Déjà, on parle de Bitcoin, c'est pas une technologie de 2020. On parle depuis 2008 avec Satoshi. Les Donc, subprimes, oui, aux États-Unis. Et ça c'est arrivé à un certain moment. Donc, ce problème-là, ne pas de dire que c'est peut-être pas trop reluisant ou la réputation n'est pas la bonne, c'est vraiment, on a réellement aussi des administrations rétives, malgré les efforts que l'on voit maintenant, et on sait que l'espoir de l'Afrique, et ça c'est vraiment très personnel, c'est dans notre capacité à faire le bon au-dessus des autres technologies ou d'autres pays. Il ne faut pas sur la cadence des États-Unis qui ont déjà des systèmes prédéfinis, qui ont un cadastre plus évolué et tout. On peut faire le saut qualitatif, mais ça demande, et c'est pas moi qui le dis, Eliman Malik l'a dit il y a quelques minutes, il y a une vision et une volonté politique forte qu'il va falloir impulser. Ça peut être impulsé par les maires, ça peut être impulsé par la jeunesse, ça peut être impulsé par le chef de l'État, mais le garant de tout cela finira par être la personne qui est à l'autorité suprême, qui va nous guider et va nous accompagner dans ça. Donc, ce n'est pas purement de la réputation parce que les technologies ont fait leur preuve. C'est la capacité d'être agile et la capacité d'avancer de nos entités qui vont faire les choix. Merci beaucoup Mohamed, merci d'avoir été complet là-dessus. Vous êtes le monsieur blockchain de ce panel. Je pense un peu à tous ces fous de blockchain qui sont avec nous. Côté spectateur, je pense à Baba Carlo. Je pense que c'est l'un des premiers d'ailleurs à m'en parler au niveau du Sénégal en me disant mais pourquoi pas, il faudrait en parler devant un micro, une caméra. Je pense à Widi Khan avec Ndiaye Dia du côté hexagonal qui prépare d'ailleurs un gros événement à Dakar sur les données, la blockchain, les algorithmes au mois de décembre prochain. J'aimerais à présent donner la parole à Khalifa Babacar Sarr. Oui. Khalifa Babacar Sarr qui va nous rejoindre dans un instant. Khalifa, il est là? Mon micro. Je suis bien là. Ah, très bien, Khalifa. La parole à vous. Peut-être réagir un peu sur ce qui a été dit. Là, on est en train de faire un dernier tour de table et j'aimerais bien qu'on accorde tout de même beaucoup de temps à notre généreux public qui nous fait encore l'amitié et l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Oui, Ousmane, moi j'ai bien aimé la somme des échanges et je salue le passage de Cédric. Mais comme tout le monde l'a dit, Eliman aussi a sorti un pan qui n'est pas négligeable. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il faut qu'il y ait non seulement une volonté, mais un courage de l'État. Et il y a une concentration trop forte en Afrique de la puissance publique entre des mains d'une personne qui émane de sa volonté un décret. C'est vrai, aujourd'hui, moi, je suis issu du monde rural où on a l'intercommunalité possible avec certaines zones, mais on ne peut pas conserver les anciennes limites des communautés rurales au bénéfice des communes actuelles de la communalisation universelle. Si je m'explique effectivement, si vous prenez une commune, je donne l'exemple comme Guirila et Louga, Gandon et Saint-Louis, Mewan et Ngaïmeke, aujourd'hui c'est une grande problématique que Mewan s'arrête au sein du stade de Ngaïmeke, après 20 km derrière, où aujourd'hui ils commencent à venir découper leurs parcelles à partir de la frontière limite exacte de Ngaï. Géoul n'a pas de terre. Vous allez sortir beaucoup de communes qui sont coincées parce que de noms aujourd'hui, mais n'ont pas d'espace d'évolution. Ça, il nous faut quand même, c'est pas le rôle, c'est pas seulement l'ANAT qui peut régler. Moi, j'entends souvent, tout à l'heure même le maire a parlé de sa volonté de faire intervenir l'ANAT pour régler les problèmes de limitation. Il y a l'aspect qu'on appelle socio-anthropologique. Il y a des quartiers qui ne veulent pas appartenir directement à Ngor, mais qui veulent se déclarer de Yoff, mais qui ne servent à rien à la commune de Yoff, parce qu'ils ne veulent pas verser leur contrepartie à Yoff, mais socio-anthropologiquement se sentent appartenir à Ngor, mais souvent ne veulent émarger nulle part. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de problématiques au Sénégal. L'État a sa responsabilité. Vous vous rappelez de la Commission nationale de réforme foncière. Ça n'a pas trop abouti, parce que ça allait soulever beaucoup de problématiques avec aussi les élections qui allaient venir. Nous sommes des géographes, mais émanant de l'université, on a fait le droit foncier avec les sections de collectivités territoriales des départements de sciences juridiques. Aujourd'hui, il y a un maillage
réels. On fait des outils sur la base. Tout à l'heure, mon confrère et ami Eliman l'a dit. Il y a l'approche perception, mais il y a l'approche droit. Le droit, c'est à l'accusé de faire la preuve de son innocence. Toutes les mairies ont des remarques sur aujourd'hui les portions de parcelles qu'on leur fait administrer. Mais souvent, est-ce que c'est leur rôle de prendre l'arbitrage direct? Parce que souvent, on parle d'intercommunalité au Sénégal, mais est-ce qu'on s'est donné des outils pour agir? Parce que l'intercommunalité peut se positionner sur la gestion de l'environnement, sur la gestion, par exemple, de l'éducation, etc., et de l'eau, de l'urbanisme. Mais je crois que des ministères ont leur rôle à jouer. Aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'amalgame dans les responsabilités publiques. Un ministre qui arrive, qui veut coûte que coûte gagner certaines terres. Regardez l'exploitation. Moi, je vous donne un exemple sur les indicateurs qu'on a choisis pour l'enquête du Procasef. Il y a aujourd'hui un questionnaire qui portait sur l'exploitation agricole, sur les ménages agricoles, sur la commune. Mais il y a un guide d'entretien sur le cadastre et un guide d'entretien sur les OSC, les organisations de la société civile. Mais ces indicateurs-là, il y a des résultats. Je crois que le rapport est provisoire. Mais lorsque ce sera final, je me plairai beaucoup à vous partager ce rapport-là pour que vous puissiez savoir ce qui se dit. Aujourd'hui, sur les droits d'utilisation du foncier au Sénégal, il y a le droit de la hache, il y a le droit du feu, il y a le droit du sabot. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se basent sur le droit coutumier en Afrique. Allez au Bénin. Mais au Sénégal, le droit coutumier s'en mêle les pinceaux avec le droit, le domaine national, le domaine privé de l'État, etc., etc. Je crois que je ne suis pas juriste en son sein, mais quand on devient géomaticien, c'est comme l'avocat. On est assez transversal sur beaucoup de domaines. Tout à l'heure, quand Mohamed parlait du Bitcoin et aussi de la blockchain, nous, on est assez réfractaire en Afrique sur les innovations. Quand c'est innovant, quand c'est de l'argent qu'on met, même les waves là, avant que les personnes l'acceptent dans la société, il y avait beaucoup de réticence. Mais avec le temps, ils sauront que je crois que Intech, qui est situé même sur l'espace de Yoff, vers Almadi, etc., a développé le Paytech. Le Paytech, ça peut aller avec notre cartographie. Aujourd'hui, nous sortons 4734 points sur Golfe Sud. On peut les interlier comme une cartographie nette relevée sur le territoire avec les points de commerce, etc., avec aussi une technologie de collecte monétique. Mais tout ça, il faudrait que les gens l'acceptent. Il faut qu'il y ait une communication effective. Tout à l'heure, je me plaisais à vouloir vous montrer une image qui peut vous faire comprendre que les données de recensement antérieurs ne sont même pas utiles pour faire un relevé de territoire. Eliman ne l'a pas mentionné, mais il y a ce qu'on appelle le bureau de la modernisation et la documentation du cadastre. Aujourd'hui, on peut faire des retrait d'informations. Mais qu'en est-il avec les projets qui arrivent? Vous le savez plus que moi, le BRT à Dakar aujourd'hui est en train de défigurer carrément la morphologie urbaine de la capitale sénégalaise. Parce qu'après, il y aura beaucoup de dédommagements, des personnes qui vont sauter, comme en 1996 avec la Blaise Diagne. Aujourd'hui, il y a aussi le train express régional qui fait aussi bouger des forêts classées, qui fait bouger des territoires. Mais dans tes questionnements, vous aviez dit quelle collaboration entre le cadastre et les collectivités territoriales. Cette collaboration a commencé à l'horizon pour 2035. On sera à 4400, du moins 400 mairies qui seront touchées par la modernisation. Mais est-ce que aujourd'hui cette modernisation ne va pas être encore perturbée par les soucis d'organisation sur le territoire? Parce que rien n'est figé au Sénégal. Je voudrais parler du guichet foncier unique que j'ai vu au Canada. Aujourd'hui, l'Ordre national des géomètres experts et aussi le cadastre, l'ANAT, l'urbanisme, la direction de l'urbanisme et de l'architecture, tout le monde développe des bases de données. On a une multitude d'acteurs qui développent des bases de données au Sénégal. Mais est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui, comme le suscitent les 37 acteurs du GICC, le groupe interinstitutionnel de collaboration et de concertation basé au niveau de Sénégal numérique, présidé par Cheikh Bakoum. En son temps, c'était ADIE. Mais ce plan national géomatique a été financé. Mais lorsque le budget était terminé entre 2012 et 2017, on ne parle plus beaucoup de ce plan national géomatique. Et pourtant, c'est par décret 799 du 6 août 2009 que le président Abdoulaye Wade avait institué ce GICC. Mais Ousmane, là où je voudrais peut-être en venir, là où je voudrais en venir, c'est le gain de formation aussi qu'on doit avoir. Parce que c'est vrai, les maires sont volontaires, mais ils n'ont pas tous les moyens de faire toutes les sortes de formations qui les permettent de comprendre la quintessence qui se cache derrière ces outils modernes aujourd'hui de nos temps. La cartographie en est
un outil. Mais aujourd'hui, on peut parler aussi de la photogrammétrie, parce que l'ère des drones nous permet aujourd'hui de même transférer des analyses médicales d'une ville à une autre, mais aussi d'étudier même les épidémies ou bien les maladies sur un territoire. Donc, les communes en ont besoin de tous ces outils, mais pêle-mêle, ils ne peuvent pas les utiliser, les digérer à elles seules. Il faudrait qu'on les aide. Il faudrait qu'il y ait un PPP qui est huilé aujourd'hui entre le public et le privé. Il faudrait que les cabinets aussi fantômes accompagnent les mairies, parce qu'il y a des mairies qui ont une charge de travail qui ne peuvent pas faire le travail technique derrière seuls. Il faudrait qu'ils soient armés d'expertise locale, parce que le Sénégal en a aujourd'hui une expertise très avancée. Si je vous dis que beaucoup d'experts des Nations Unies et autres sont issus de nos peuples et aujourd'hui ils font le travail. Donc je crois que Ousmane, cette émission, cette interview-là ne saurait pas caler tout ce qu'on a en tête, mais il est un moment quand même de parler ensemble et de multiplier les cadres d'échange et en ce temps de venir à des solutions idoines. Merci beaucoup Khalifa Babacar Sarr, expert en géomatique, hein, et comme vous le dites, on ne manque pas de ressources, on ne manque pas de sources, on ne manque pas de compétences voilà, sur ces domaines bien précis. Et je précise également avoir convié Abdallah Diallo, si j'ai bien noté, du PNG, le plan national de géomatique, bien entendu, parce qu'on ne peut pas faire un panel comme ça sans avoir pensé au PNG, sans avoir pensé à la défunte ADIE, notamment à travers voilà, Cheikh Bahoum. Aujourd'hui, vous l'avez dit, directeur général de Sénégal numérique SA, SA, nous avons convié tous ces acteurs qui sont bien au courant de ce panel et qui nous ont réitéré leur intérêt, bien sûr, pour prolonger la réflexion avec nous. Ça se fera prochainement. J'aimerais, après Khalifa, revenir vers Daouda Diop du Forum civil. Oui, Ousmane. Oui, je vous laisse réagir un peu à ce qui a été dit, mais très rapidement, parce qu'après, il nous faut donner la parole au public. Hein, et je précise que le public peut également lever la main, voilà, pour réagir. J'ai vu quelques contributions écrites que Souleymane, notre collaborateur, de l'autre côté, pourra relayer pour les panélistes. Merci. Merci beaucoup. Je m'en vais très rapidement ramasser quelques observations. D'abord d'emblée pour dire que Eliman, merci, vous avez confirmé ce que j'ai dit, hein, parce que je disais tout à l'heure que le problème principal qu'on a, c'est, quand je parle de délimitation, c'est effectivement le cadastre. C'est le cadastre qui délimite. Mais le fait que le cadastre, parce que vous travaillez souvent dans les collectivités territoriales, dans le milieu urbain, je disais tantôt, parce qu'on n'a pas de cadastre rural en réalité. Comme vous l'avez dit aussi, c'est une volonté politique. Il va falloir que l'autorité politique prenne vers lui cette volonté de pouvoir vraiment faire en sorte que le cadastre puisse être étendu au niveau de l'ensemble des collectivités territoriales du Sénégal. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont en train d'être prises à travers un certain nombre de programmes, mais beaucoup de choses restent à réaliser dans ce sens-là. Je continue et je réaffirme également que, effectivement, comme je l'avais dit, parce que j'avais commencé par évoquer les préalables, mais je reviens pour dire qu'au-delà en sus de ces préalables, maintenant, la géomatique et la blockchain constitueraient vraiment des outils pertinents une fois que ces questions sont réglées, et elles vont même intervenir dans le règlement de ces questions-là. Parce que, comme l'a dit Eliman, une fois que l'autorité politique prend la volonté de cadastraliser, si le mot existe vraiment, en tout cas de faire en sorte que le cadastre soit mis dans toutes les collectivités territoriales, au moment de mettre même ce cadastre-là, ces outils-là pourraient être utilisés en même temps, parce que c'est des choses qui pourraient aller ensemble, parce que ça permettra de sécuriser vraiment le foncier au niveau du Sénégal. On en a parlé, mais on n'a pas même brossé également la question du foncier avec les exploitations minières, tout ce que cela engendre au niveau des collectivités. On a vu que, comme il parlait tout à l'heure, effectivement, en ville, à Dakar, il y a c'est bouleversé par les infrastructures, mais si vous allez en milieu rural, c'est bouleversé également par les exploitations minières.
mais également les autres intervenants, à savoir l'agrobusiness qui vient souvent bouleverser également les catégories de terres que les populations ont. Parce que, Ousmane, il faut le rappeler, au Sénégal, il est extrêmement difficile pour un Sénégalais qui a une terre sur le domaine national de suivre la procédure qui est extrêmement longue pour arriver à avoir un titre foncier. Ce que nous voyons le plus souvent, c'est que c'est les investisseurs au niveau qui ont des grandes surfaces qui ont la possibilité d'avoir plus rapidement les titres fonciers. Comme il l'a dit, la terre n'est sécurisée que lorsque le propriétaire a, du moins celui qui la gère, a un titre foncier. Alors, cela me permet de faire encore un plaidoyer pour les agents, aussi bien M. Faye, M. Ndiaye et M. Diouf, et également Sarr et les autres qui interviennent. Je disais tantôt qu'au niveau du département de Mbour, j'insiste encore. Parce que pourquoi j'en parle? Il y a l'aéroport qui est là-bas. Depuis que l'aéroport est là-bas, c'est vraiment la ruée vers le foncier. Bien avant l'aéroport, mais ça s'est accentué. Et le Forum civil a fait un travail extrêmement important dans ce sens-là, en regroupant l'ensemble des acteurs au niveau territorial qui travaillent sur les questions foncières, qui ont fait vraiment un diagnostic de la situation et ont fait un document très intéressant qui retrace l'ensemble des conflits fonciers au niveau des différentes communes qui sont dans le département de Mbour. Et là, je pense qu'il serait bon, avec ceux qui interviennent dans la géomatique, mais également le cadastre, et certainement le cadastre est déjà dans la zone de Mbour, mais peut-être pour aller plus loin dans les collectivités qui sont dans le milieu qui n'est pas hors urbain, dans les collectivités dans le milieu rural. Mais également, M. Diouf, avec la blockchain, je pense qu'il serait bon de voir avec ces acteurs-là comment faire pour essayer de faire le plaidoyer ensemble afin que cela puisse être vraiment pris en compte au niveau de ces collectivités-là. Et je terminerai que vraiment, je réitère l'intérêt que nous attachons à cette émission. C'est difficile de parler du foncier avec un groupe pour que chacun puisse prendre la parole parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. Et je lance encore un appel au niveau des responsables qui sont au niveau de l'État. Vraiment, il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais il faudra vraiment élargir et accélérer parce que tant que les problèmes ne sont pas réglés, du moins tant que les mesures ne sont pas prises, les problèmes fonciers vont continuer. Donc, j'en appelle également vraiment à ces représentants de l'État actuellement qui sont dans le panel de pouvoir vraiment aider ces populations-là dans cela. Et je terminerai pour dire que c'est bon de parler du foncier, c'est bon de parler de la géomatique, de la blockchain, mais n'oublions pas que également ces outils sont tellement pertinents, mais les populations qui seront censées utiliser ces outils-là, comment on va les préparer en termes de logistique? Parce que c'est des outils informatiques, la couverture réseau du territoire, ainsi que d'autres éléments de formation, de renforcement de capacité pour que les utilisateurs de ces outils-là, à savoir les populations, puissent vraiment les manipuler de façon très facile pour avoir vraiment le problème. Parce que la finalité de tout ça, c'est l'accès à l'information foncière. Donc, voilà les quelques éléments. Je rappelle également que vraiment, je réitère également que au niveau de Mbour, ça pose vraiment problème. Et vous conviendrez avec moi pourquoi j'insiste sur ce problème-là. Merci, cher Daouda, du côté du Forum civil. Là. Et à travers lui, on salue tout le Forum civil, tous ces acteurs qui sont là pour aussi faire la pression pour que l'État arrive à de très bons résultats au profit des populations. Je pense que c'est ça la seule initiative finalement qui vaille. C'est que, bien entendu, pour tout ce que l'on fait, que l'on puisse arriver à avoir des résultats concrets, on salue tous ces acteurs aujourd'hui. Avec nous, je pense à Birahim Seck, notamment du Forum civil, qui est connecté, si j'ai bien compris. Et je vois aussi côté public, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des questions, des contributions. Je vois la main levée de au moins 2 acteurs, dont François Ndiaye, qui aura la parole tout à l'heure. Mais j'aimerais juste terminer avec les panélistes, avec ce second tour de table, en donnant la parole de nouveau à Eliman Malik du côté du cadastre. Mais très rapidement, Eliman, parce que après, je veux quand même que l'on donne la parole à François et à tous ces intervenants, tous ces spectateurs qui veulent parler.
Merci Ousmane. Au fait, je voulais aussi éclaircir par rapport à ce que j'ai dit tantôt en disant qu'il n'y a pas de cadastre au Sénégal. Au fait, quand je parle qu'il n'y a pas de cadastre au Sénégal, c'est par rapport au système d'information cadastrale. En fait, c'est-à-dire un système d'information cadastrale que, par exemple, Seydina Issa Laye, en tant que maire, puisse consulter dans son bureau. Il n'a pas besoin, par exemple, d'aller au niveau du cadastre ou bien des services en charge du foncier pour pouvoir avoir des informations liées au foncier. Mais il pourra consulter dans son bureau et ses services pourront consulter. Mais aussi, les autres acteurs, tous les autres acteurs pourront consulter en ligne. En fait, c'est ça le cadastre. En fait. Quand on parle de cadastre, c'est un système d'information foncier, c'est un système d'information cadastrale. C'est ce type de cadastre que je disais tout à l'heure qu'on n'a pas au fait au niveau du Sénégal un cadastre. Mais au fait, pour ne pas faire d'amalgame, au Sénégal, il n'y a pas ce qu'on appelle cadastre urbain, cadastre rural. Il n'y a qu'un seul cadastre au Sénégal. Au fait, dans certains pays développés, chaque commune a ses services techniques, le cadastre, l'urbanisme et les autres techniques, les autres services techniques. Mais au Sénégal, le service technique et le cadastre ou bien l'urbanisme sont souvent au niveau départemental ou bien au niveau régional. Mais toutes les communes concernées par ce département ou bien par cette région-là, ce service du cadastre ou bien ces services techniques sont les services de ces communautés, en fait, en réalité. Donc, tout le travail que le maire devait demander, par exemple, aux services techniques, c'est juste des instructions parce que s'il doit avoir une délibération, en fait, il y a quelqu'un qui disait comment le maire peut savoir que cette délibération qu'il fait est dans un titre foncier ou non. En fait, les maires soumettent les délibérations qu'ils font à l'autorité administrative, que ce soit le sous-préfet ou bien le préfet. Et le sous-préfet et le préfet, souvent, ils demandent l'avis des services techniques, comme l'avis des cadastres. La majeure partie des sous-préfets maintenant, bon, ça ne date pas longtemps, il y a beaucoup de sous-préfets et de préfets qui ne demandaient pas l'avis des services techniques, mais quand même, il y a maintenant, on voit dans nos services des autorités administratives qui sont sensibilisées dans ce cours, qui sont sensibilisées et maintenant qui demandent l'avis technique pour pouvoir donner une approbation ou non. Donc, c'est ça, je voulais l'apporter. Donc, par rapport au cadastre, au fait, nous, on n'est pas comme la France qui a fait, par exemple, son cadastre en 200 ans, en 2 siècles. On n'a pas assez d'historique pour confronter à des difficultés. En fait, actuellement, si on veut faire, par exemple, le cadastre au niveau national, ça va être très rapide avec la technologie, les moyens, les outils, les nouveaux outils et la géométrie. Ça sera très rapide. Et ce cadastre-là est indispensable. C'est-à-dire, on dit, Khalifa a dit tout à l'heure que il y a certains services, chaque service avec sa base de données, mais en fait, la matière, l'unité de base, c'est la parcelle. Donc, l'unité de base, ça vient du système d'information cadastrale. Et ce système d'information cadastrale, tous ces services, toutes ces structures-là doivent avoir accès à ce système-là. Et si ce système-là, si ces services-là avaient accès à ce système-là, ils n'auront pas besoin de reproduire. Parce qu'ils sont à des échelles petites et le cadastre travaille à des grandes échelles, donc beaucoup plus précises. Maintenant, une fois on avait mis en place ce cadastre avec le recensement de toutes les propriétés bâties et non bâties et d'avoir les propriétaires derrière. Là, avec la nouvelle technologie blockchain, on pouvait sécuriser, apporter une sécurisation à ces données. C'est-à-dire apporter une touche de plus pour mieux sécuriser cette donnée foncière-là. Actuellement, ce qu'on fait, la donnée foncière sont stockées dans des SIG avec des géomaticiens. Dans chaque bureau des cadastres au niveau national, il y a un géomaticien qui est en charge de la base de données, qui organise, qui récupère. Mais ces bases de données d'un bureau à un autre, 22 bureaux, ne sont pas synchronisées en quelque sorte. On fait la remontée naturellement par envoi mail ou bien par des amovibles, des clés, pour ensuite faire la centralisation au niveau national. Oui. Maintenant, si on avait mis en place un système d'information, tout sera centralisé et tout sera synchronisé. Et les acteurs auront accès à ces informations. Les maires, les autorités administratives, les acteurs comme les khalifas, la société civile, ils ont accès à l'information foncière de qualité et ils sauront que ça, c'est une information
de qualité, mais aussi à jour, l'information qualité, d'information foncière à jour. Et parce que c'est très important d'avoir une information foncière à jour. Parce que les investisseurs qui doivent venir au Sénégal, par exemple, et la confiance qu'ils peuvent avoir pour investir, par exemple, au Sénégal, il faut qu'il y ait un foncier sécurisé et qu'ils puissent être sûrs que cette terre qu'ils veulent mettre, par exemple, une entreprise pour ensuite développer quelque chose là-bas, c'est un foncier sûr, personne ne viendra demain pour récupérer, pour réclamer cette terre-là. Et tout ça, ça doit entrer dans ce système d'information. Je vous dis que, par exemple, depuis le cadastre et l'institution cadastrale, parce qu'il y a l'institution cadastrale et le système d'information. Depuis le cadastre qui est né, il y a tout le temps des collectes d'informations. Mais je vous dis, aujourd'hui, on continue à faire des collectes d'informations que nos anciens avaient fait. Vous savez pourquoi? Parce que nous n'avons pas un système d'information qui stocke ces informations-là, qui les garde. Donc, on aurait juste besoin de mettre à jour ces informations. Mais on est obligé d'aller récolter encore ces informations. Quand même, il y a des choses qui sont en train d'être faites. J'ai parlé tantôt du système de gestion des fonciers qui est en train d'être mis en place. Il est en phase finale. Il y a aussi le projet de cadastral et de sécurisation foncière qui est en train d'être mené, qui est en train d'être déployé dans 136 communes. Mais il y a aussi un projet au niveau de la direction des cadastres qui est un outil de sécurisation des NICAD, c'est-à-dire un système de gestion des NICAD. Parce que depuis, je vous dis, le NICAD est un outil très performant au sein de la direction des cadastres. Depuis l'avènement des NICAD, jusqu'à présent, nous avons recensé avec le NICAD, on a recensé à peu près 1 200 000 de parcelles. Mais ces 1 200 000 de parcelles sont gérées dans nos SIG, c'est-à-dire les systèmes d'information géographique, ARGIS, QGIS, ainsi de suite. Ne sont pas gérés, ces parcelles ne sont pas gérées dans son système d'information que Khalifa, là où il est dans son bureau pour attaquer et voir certaines informations. Merci. Donc, une fois ce système d'information mis en place, ça va nous permettre de rationaliser les moyens. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'aller faire des collectes de données plusieurs fois sur un seul lieu. Ça va nous permettre de stocker ces données-là, mais ça va nous permettre aussi de partager avec les autres structures qui en auront besoin. Parce que dans les projets de l'État, les grands projets d'État, je vous dis, il y a le TER qui est passé là, il y a le BRT, tous ces projets-là, c'est des moyens inutiles qu'on a utilisés pour faire un mini-cadastre parce qu'on n'avait pas d'information en réalité. Et si on avait cette information, ça ne sera pas retardé. Mais le sommet sera beaucoup plus optimal parce que quelqu'un qui trace le sommet pour mettre, par exemple, l'autoroute, il verra exactement les occupations, il verra les habitations, il saura par où passer pour amoindrir les coûts. Donc, c'est de ce que je parle. Donc, merci beaucoup. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire dans ce sujet-là. Oui, non, tout à fait. Mais bon. Merci. On n'a pas les questions et il y a d'autres collègues qui sont en ligne qui pourront aussi compléter. Merci. Tout à fait. Merci beaucoup, Elimana. C'est très, très gentil à vous. Effectivement, vous comprenez très bien que c'est juste que le temps est limité alors que les enjeux et les données sont illimités. Et c'est ça, toute la problématique aussi, bien entendu, quand on fait des panels comme ça. Un panel aussi profond que le foncier, on n'en a jamais tenu parce que les enjeux sont énormes et puis les intérêts sont là et sont divers aussi et ça explique un peu la conflictualité qui entoure un peu une telle thématique, mais on ne peut pas ne pas se résoudre à en parler parce qu'il faut en parler justement pour avancer à l'heure où la technologie fournit énormément d'outils pour aider à amoindrir cette conflictualité. Mais merci beaucoup. J'aimerais bien après qu'on donne la parole à François Ndiaye qui levait la main tout à l'heure. François, vous nous entendez? Oui, merci M. Gay. Bienvenue à vous. Voilà, donc là je me présente, je m'appelle François Ndiaye, je suis le chef du bureau des études et des travaux techniques de la direction du cadastre. Également chef du bureau de la modernisation et de la documentation par intérim de la direction du cadastre. Et également responsable du groupe de travail cadastre dans le cadre du projet SGF, système de gestion du foncier. D'accord. Et là, on a le maire de Yoff qui est là devant, qui est là avec nous. Et j'ai été jusqu'en 2021 le chef du bureau du cadastre de Ngor Almadi. Et je gérais sa commune. Wow. C'était avec avec le doyen Abdoulaye Diouf Sarr.
En tout cas, je lui souhaite vraiment toutes mes félicitations et lui souhaite vraiment beaucoup de chance, beaucoup de réussite pour les missions en tout cas qu'il attend. En tout cas, par rapport au sujet, là, je me réjouis déjà de ce panel qui regroupe déjà des disciplines qui apparemment sont peut-être éloignées, mais qui concourent en tout cas à une bonne gestion du foncier. Et c'est ce qui est attendu dans le cadre de la gestion en tout cas du foncier avec la transformation digitale, comme ça a été déjà le thème. Et là, peut-être je vais faire juste un rappel historique qui va permettre en tout cas de mieux comprendre quelques enjeux. Eliman en parlait tout à l'heure. En 1807, quand Napoléon mettait en place le Code civil, parce que c'est lui qui a l'initiative du Code civil en France. Le Code civil devait gérer le problème des limites. Il disait, pour régler le problème de ces limites, il nous faut faire du cadastre. Parce que le cadastre devait être le complément du Code civil. Parce qu'il était conscient d'un adage qui est connu chez nous, les bonnes limites font les bons voisins. Généralement, quand on parle de problème de limites, Daoud en parlait entre collectivités, c'est des problèmes de limites. Entre des voisins, des empiètements, c'est des problèmes de limites. Donc, les problèmes de limites, c'est des problèmes qui sont gérés par le cadastre. Parce que le cadastre, par définition, le cadastre gère un peu la cartographie à grande échelle. Ça veut dire quoi? Nous travaillons sur des échelles 1 200e, 1 500e, 1 2 millième. C'est des échelles qui nous permettent d'être précis. Ça veut dire qu'il y a des détails sur lesquels donc, on ne peut pas faire en tout cas une croix là-dessus. Ce qui est le contraire de l'aménagement du territoire qui gère un peu la petite échelle, les échelles 1 200 millième, où pratiquement donc, une différence de 5 mètres et pratiquement n'est pas visible sur la carte. Donc là, ça c'est un peu un problème d'échelle que nous avons du point de vue administratif entre les services, en tout cas qui gèrent un peu la cartographie au niveau du Sénégal. Mais n'empêche, il y a une mutualisation qui se fait. Parce que quand on parle de gestion du foncier, ça veut dire qu'on doit avoir le plan à côté et les données attributaires. Avoir le plan, ça veut dire qu'il faudrait que sur ce plan-là, que les gens travaillent sur le même référentiel géodésique. Et il y a une mutualisation qui a existé depuis 2004 et qui avait permis de mettre en place ce qu'on appelle le réseau de référence du Sénégal, le RS04. C'est le référentiel sur lequel chaque producteur de données doit s'appuyer pour produire en tout cas de la donnée. Parce que la donnée doit être géoréférencée pour que les données puissent intégrer la même base de données. Et là, ça fait partie des préalables en tout cas qui ont été réglés. Là, je crois ça également, c'est une mutualisation qu'il faudrait saluer. Par rapport également un peu, en termes de digitalisation au niveau du cadastre, où est-ce qu'on en est? Ça a été en tout cas une des préoccupations. Là, j'ai parlé un peu du EGF, qui est le système de gestion du foncier, qui est en tout cas, parce qu'au niveau de la DGID, nous gérons deux blocs. On gère le bloc fiscal et le bloc foncier. Pour le bloc fiscal, on a eu beaucoup d'avancées parce qu'on a eu à dématérialiser beaucoup de nos procédures avec ce que vous appelez, ce que vous avez entendu, les téléprocédures, les télédéclarations qui existent déjà, où les gens ont la possibilité en ligne de pouvoir faire leurs déclarations en ligne. Ce qui n'a pas été, mais on a voulu que maintenant cette dématérialisation que nous avons connue sur le côté fiscal puisse être également sur le volet foncier. C'est ce qui a motivé en tout cas la mise en place d'un système de gestion du foncier. Et ça a nécessité également une implication, une identification de toutes les parties prenantes. Parce que le foncier, ce n'est pas uniquement le cadastre, les domaines, l'urbanisme, il y a d'autres parties prenantes. Daoud en parlait tantôt parce qu'il avait fait allusion un peu au cas de Mbourkat avec le problème de la forêt classe. Ça veut dire qu'on doit disposer d'une base de données qui va en tout cas intégrer toutes les données relatives à la terre, en tout cas toutes les données qui ont une relation avec la terre. Là, il a parlé des limites des forêts classées, c'est important de l'avoir dans un plan cadastral. Les réseaux, parce que même si les communes doivent délibérer, ils ne peuvent pas délibérer non pas sur le titre foncier de l'État ou bien sur le titre des particuliers, mais il y a également le problème des domaines publics. Ils ne peuvent pas délibérer, par exemple, parce qu'on a des réseaux qui sont enterrés. Et ça également, c'est des problèmes qui existent, qui doivent figurer dans le plan cadastral. Et quand je parlais un peu tout à l'heure du plan napoléonien avec le plan cadastral, quand il faisait le complément pour le code civil, il disait que les demi-mesures font perdre du temps et de l'argent. Il a dit qu'il faudrait faire une cartographie exhaustive de tout le territoire de France. Et c'est ce qui nous manque actuellement, nous, au niveau du Sénégal. Nous n'avons pas en tout cas une cartographie exhaustive, ce qui fait que tantôt, on a des données qui, en fait, il faudrait alimenter le système, mais n'empêche par rapport à ce que disait Daoud, on ne va pas le poser comme un préalable pour la digitalisation. Je crois qu'on est en train de mettre en place un système de gestion du foncier, mais n'empêche qu'on a des projets pilotes qui vont venir en tout cas appuyer, c'est le cas du Procasif qui va nous permettre en tout cas de collecter des données qui vont permettre d'alimenter le EGF. Parce que la donnée, le plan qu'on va établir, parce que le plan, comme on dit, il ne vaut que par sa mise à jour. Parce que nous gérons une donnée qui est dynamique, parce que là, le cas, c'est l'état civil des terres.
Quand on parle de l'état civil, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de mutations qui se fait au niveau de... Et là, je vais terminer. Je crois qu'on est un peu rattrapé par le temps. Par rapport à l'esprit de blockchain, parce que c'est vrai que dans l'esprit de blockchain, c'est un peu pour faire sauter un peu le verrou de la centralité de la donnée. Et là, je crois que le législateur, en tout cas le législateur sénégalais, a toujours eu cette préoccupation. Parce que quand on remonte avec les premiers, en tout cas les premiers textes qui organisent un peu la décentralisation, on s'était rendu compte que le registre foncier, par exemple, devait être tenu en double exemplaire, au niveau chez le maire et chez le sous-préfet. Pourquoi? Ça permettait en tout cas de démultiplier en tout cas la disponibilité de l'information. Et ça c'est un peu l'esprit également un peu du blockchain où on ne veut pas centraliser en tout cas toutes les données en un seul endroit. Mais il y a un aspect sur lequel je crois que pour ça, je vais interpeller les collègues les spécialistes. Parce que nous gérons des données qui sont sensibles également. Les données qui sont sensibles, et également, il faudrait un peu avoir faire par rapport au partage, il faudrait que ces données-là, parce que c'est des données où il faudrait avoir des habilitations, avoir un certain niveau d'information sur les données qui sont liées à la parcelle. Je crois également qu'il y a ce risque-là avec les données sensibles qu'il faudrait gérer avec tout ce qui concerne la problématique de la protection des données à caractère personnel. Donc là, pour que moi, je vais m'en arrêter là. Et pour terminer, pour vous dire que le digital, en tout cas, ça peut nous permettre de faire un bond aussi bien qualitatif que quantitatif. Avec notamment, par exemple, l'avènement du drone. Merci, monsieur. Merci beaucoup, cher François Ndiaye des Impôts et Domaines. Et je note bien cette citation attribuée à Napoléon. Les bonnes limites font les bons voisins, ça j'aime bien. Je note bien entendu tout ce que vous avez dit au sujet du foncier, de sa gestion, notamment à travers la blockchain et la géomatique. Alors, il y a mon Domoubaï, M. Gueye, je pense que vous voulez bien prendre la parole. Ça va être certainement la dernière prise de parole parce que je pourrais compter sur votre compréhension parce qu'on est à la fin un peu du temps imparti. Mamadou Gueye. Voilà, merci Ousmane. Bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Je me réjouis de l'organisation de ce panel. Merci beaucoup. Vraiment qui est d'une importance capitale parce que tout simplement, on parle d'un problème très important qui est le foncier. Et je ne suis pas un expert, mais j'ai la chance d'accompagner des projets comme le PACR, le MCA, le PEDIDAS, donc qui sont des projets qui s'activent dans le cadre de la sécurisation foncière. Et là, je pense que c'est des projets intéressants, mais le problème, c'est que tout simplement, jusqu'à présent, il y a un problème d'asymétrie d'information. D'asymétrie d'information, parce que tout simplement, toutes les parties prenantes ne sont pas informées vraiment des processus qui vont à la sécurisation du foncier. Et je prends l'exemple, par exemple, de la commune de Gandon, la commune de Fass et la commune de Ndiaben-Gandiol, qui ont la chance... C'est ma zone, attention, c'est ma zone. Hein? Ah, c'est ta zone. Moi, j'interviens dans cette zone-là. Ah, mais très bien, ça fait plaisir de savoir. J'interviens dans cette zone-là. Je suis un agent de l'ANCAR. Et donc, par moment, on est interpellé ou bien on accompagne donc vraiment ce processus de sécurisation foncière. Et là, je pense que vraiment ces communes-là, donc vraiment il y a une avancée notoire par rapport à la mise en place de bureaux fonciers, mais également d'agents fonciers, mais également la mise en place de ce qu'on appelle le système d'information foncière. Voilà des outils qui sont tellement importants, des outils qui sont tellement importants, qui devaient être vraiment divisés à large échelle au niveau du territoire du Sénégal. Parce que ces outils permettent non seulement de connaître l'asset foncière, mais également de régler les conflits qui existent donc entre vraiment les parties prenantes. Et on a parlé de problèmes de frontières, effectivement, c'est des problèmes de limites frontières, c'est des problèmes qui sont là, et je pense que le cadastre et donc l'ANAT et tout ça, tous ces projets-là, toutes ces sociétés-là vraiment doivent réunir autour d'une table pour essayer de régler ces problèmes-là. Donc vraiment, je ne vais pas être loin. Donc vraiment, encore une fois, je magnifie vraiment ce panel et je vous encourage. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup, Domoubaï Mohamedou Gueye qui intervenait
Il travaille pour l'ANCAR, comme il nous l'a dit. Et vraiment, toutes nos excuses à toutes ces gentilles personnes qui nous ont fait l'amitié et le plaisir de se connecter cet après-midi. On aurait bien aimé donner la parole à tout le monde, mais comme vous le comprenez, le temps est limité, les problématiques dont on parle sont illimitées. Là, au moins, il n'y a pas de limite. Hein. Elles sont illimitées, toutes ces problématiques. Ils sont illimités, tous ces enjeux. J'aimerais bien s'il est toujours avec nous parce que j'ai vraiment aimé le fait qu'il ait accepté de nous parler. Le maire de Yoff, j'aime bien cette continuité en matière de gouvernance. Il est toujours là, Seydina Issa Laye. Seydina Issa Laye, est-ce qu'il est toujours avec nous? Excusez-moi, je suis dans une réunion comme ça. Non, on comprend. Mais parallèlement, c'est pour ça que j'enregistre. En 10 secondes, on vous laisse peut-être le mot de la fin, Seydina Issa, en 10 secondes, s'il vous plaît, parce qu'on est arrivé à la fin de ce panel. Voilà, en tout cas, j'ai enregistré la partie que j'ai ratée parce que là, je suis dans une autre réunion, comme je vous avais dit. Non, vous aurez le replay, rassurez-vous. Là, c'est vraiment le digital. Hein. Vous aurez tout le replay sur votre ordinateur et votre smartphone. C'est parfait. En tout cas, je tiens à solliciter vraiment l'expertise de tout un chacun pour vraiment améliorer la gouvernance foncière au niveau de la commune de Yoff. Donc, je ne manquerai pas de me rapprocher de M. Malik Ndiaye, du CADAS et de M. Khalifa Sarr par rapport à la géomatique et voir avec vraiment l'ensemble des compétences qui sont données à ce panel. Ce qui m'intéresserait bien, c'est de consacrer pour le développement de ma commune, mais après, il y a des actes posés qui puissent nous permettre d'avoir au moins une commune test par rapport aux solutions qui seront dégagées. En tout cas, M. Ndiaye, nous comptons beaucoup sur les services techniques de l'État afin qu'on puisse vraiment être dans la phase de digitalisation par rapport aux procédures foncières. Juste une précision, pour les autorisations de construction, je parle sous le contrôle de M. Ndiaye, c'est informatisé, c'est digitalisé à partir de Télédac. Et déjà, c'est une bonne chose parce que ça permet un traitement rapide des autorisations de construction. Et naturellement, en amont, maintenant, si on a la gestion globale foncière, à partir de son ordinateur, que le maire puisse vérifier même la localisation aussi, ce serait en tout cas une excellente chose. En tout cas, c'est ce que j'avais à dire, tout en vous renouvelant notre disponibilité pour toute question qui puisse être utile à la bonne marche des collectivités et du Sénégal en général. Merci beaucoup à Seydina Issa Laye, maire de la commune de Yoff. Merci à Eliman Malik Ndiaye, merci à Daouda Diop, merci à Khalifa Boubacar Sall, à Mohamed Diouf. C'est le seul Sérère intelligent dans l'écosystème numérique. Tous les autres Sérères là, bon, de nuit, voilà, ils ne sont pas intelligents. C'est le seul là. Il représente aussi bien les Diola certainement sur ce panel. Merci à Cédric Dubic qui n'a pas pu être avec nous tout au long de ce panel parce qu'il avait d'autres engagements. C'était pourtant le cas également avec Seydina Issa Laye Samb, maire de Yoff. Merci à notre très généreux public, encore une fois, pour nous avoir renouvelé sa fidélité cet après-midi. On aura le plaisir, Inch'Allah, de nous retrouver mercredi prochain. Si tout va bien, on sera le 2 novembre 2022. Et puis, comme on parlait de Télédac, si tout va bien, on devrait avoir Cheikh Bahoum, directeur général de la défunte ADIE aujourd'hui, parce que l'ADIE devient la Société Sénégal Numérique SA, donc directeur général de Sénégal Numérique SA ou Senum SA pour faire court. Si tout va bien, s'il ne neige pas, comme dit le doyen Mamadou Bal, ancien directeur général de la RTS, on devrait le recevoir pour l'ouvrir un peu au public sénégalais de la diaspora des autres pays. Il sera question de dématérialisation des procédures administratives parce que une chose est de dématérialiser, une autre est d'amener les populations à s'approprier toutes ces innombrables procédures que la défunte ADIE a dématérialisées depuis très très longtemps déjà pour le compte des populations parce que je le redis pour la dernière fois aujourd'hui même, c'est important, moi j'y crois. Je crois à cette gouvernance de proximité quand, par exemple, les maires, les présidents de conseil départemental se mettent en ligne pour parler aux populations. Moi, j'aime bien ce Sénégal, c'est appris comme ça. Merci à tout le monde. Rendez-vous donc la semaine prochaine, mercredi, 15h, Inch'Allah, heure de Dakar. D'ici là, vous aurez ce panel en replay dans son intégralité sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Et puis, nous nous ferons aussi un plaisir de vous envoyer un mail à chacun d'entre vous pour vous partager ce replay et les plateformes sur lesquelles il faut rester connecté pour suivre
voilà, la suite de ces panels qui ne font que démarrer. Merci à tout le monde encore une fois, chers secrétaires, chers panélistes. Et puis, bonne fin d'après-midi à tout le monde. À mercredi, Inch'Allah. Merci, Ousmane. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.